Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission. Nous sommes lundi et nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois un petit peu avant midi sur LCI. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Toujours de l'actualité sans filtre, avec de l'humour, avec des informations. Et l'information aujourd'hui, c'est cet exercice militaire d'une ampleur inédite. Si jamais vous habitez la Bretagne, peut-être que vous avez vu des soldats en armes dans vos rues, des navires sur vos côtes ou même des avions, des hélicoptères partout dans le ciel. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'exercice militaire, s'appelle Orion 2026. Il doit permettre à notre armée d'être prête en cas de conflit majeur. On vous donnera tous les détails dans un instant. Oui, est-ce que ça va impressionner les Russes d'ailleurs ? C'est là la grande question à laquelle nous répondrons. Bon, sur le plan intérieur, il se passe quelque chose parce qu'il y a un projet de loi qui viserait à suspendre les allocations, les aides sociales à partir du moment où il y a une forte suspicion. On n'a pas forcément encore la preuve, mais s'il y a une forte suspicion, on suspend. On n'arrête pas, on suspend. Ça permettrait, paraît-il, de rapporter quelques milliards déjà récoltés à l'État. Est-ce que c'est une bonne idée sur le plan philosophique ou pas ? Nous en débattrons avec vous et avec une spécialiste de cela, la parlementaire Nathalie Goulet. Enfin, Vladimir Poutine tente-t-il d'acheter Donald Trump? On le sait, le président américain veut à tout prix mettre fin à la guerre en Ukraine. Le maître du Kremlin serait peut-être en train d'en profiter. Il fait miroiter des contrats mirifiques aux États-Unis. On vous dira tout de cet accord secret qui fait bondir, vous l'imaginez bien, les Ukrainiens. Et puis, il y a très peu de temps, Emmanuel Macron s'est exprimé, je crois, pour la première fois sur l'affaire Epstein. Effectivement, c'était il y a quelques minutes. Vous le savez, cette affaire est une véritable déflagration. 3 millions de mails ont été révélés la semaine dernière. Et c'est le monde entier qui est éclaboussé. La France n'est pas épargnée. Jeffrey Epstein, on le rappelle, c'est ce milliardaire américain à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Il s'était suicidé en prison en 2019. Et donc, Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques minutes. Écoutez. Manifestement, il avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme. Et après, je vois aussi le déballage de tous les éléments qui ont été révélés, qui sont, je pense, très durs à vivre pour les victimes, pour leurs avocats, ceux qui les défendent, et qui après produisent un peu de tout. Voilà, et puis à la une également cette question, une professeure de français a-t-elle harcelé l'une de ses élèves? Evaëlle, 11 ans, s'était suicidée dans sa chambre en 2019. Ses parents réclament des réponses. Est-ce qu'on les aura ? Et oui, c'est toute la question de ce procès en appel, puisque l'enseignante, l'année dernière, avait été relaxée. Et vous le voyez sur ces images, ce procès en appel s'est ouvert ce matin à Versailles. Et vous êtes sur place, Brandon Warret et Julie Regard. Bonjour à tous les deux. Comment se passent les premières audiences ? Bonjour Magali, bonjour Eric. L'audience se poursuit pour l'instant. En ce moment, c'est très technique. Il y a le déroulé des faits, les auditions des élèves au sein de l'établissement en 2019. Et cet enseignant de 63 ans aujourd'hui est en ce moment à la barre. Près de 7 ans après le suicide d'Evaëlle, 21 juin 2019, 9 février 2026. On reprend les mêmes et on recommence ce procès en appel. On a beaucoup échangé ce matin. Vous avez vu les images à l'instant sur LCI avec les parents d'Evaëlle qui disent attendent beaucoup de ce procès. Il y a de la prudence, mais il y a aussi de l'espoir que la Cour d'appel apporte un regard neuf, plus juste, plus audacieux, plus responsable, que la justice franchisse enfin le Rubicon qui n'a pas été franchi jusque-là. Ce sont les mots de l'avocate des parents d'Evaëlle, et que la responsabilité de cette professeure de français soit reconnue, coupable donc de harcèlement moral sur Evaëlle. On le rappelle, en première instance, le 10 avril 2025, elle était relaxée alors que le ministère public avait requis 18 mois de prison avec sursis. Et nous y étions à Pontoise, à LCI, on a vu les parents sortir révoltés, ils étaient en pleurs, ils ne comprenaient pas, on ne nous a pas entendus dans ce procès. Pour l'instant, l'audience se poursuit derrière nous. Pascal B, 63 ans aujourd'hui, encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Merci Brandon Warren, merci à vous, vous êtes toujours très clair, c'est toujours un bonheur de vous écouter. On reste d'ailleurs dans une affaire de justice avec l'ouverture du procès de 9 CRS, mesdames, messieurs. Ils sont accusés de violence envers des gilets jaunes, précisément lors d'une intervention dans un Burger King près des Champs-Élysées au mois de décembre 2018. Et on voit sur les images de vidéosurveillance, on voit des agents matraquer des manifestants, visiblement sans qu'il y ait eu de sommation. Certains pourraient encourir jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Écoutez leur avocat.
Ce que j'attends de ce procès, c'est qu'on entende ces policiers, ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu une scène d'affrontement qui était totalement inédite, hors norme. Et ma difficulté, c'est qu'on va juger comme quelque chose de normal un événement qui n'était pas normal, un événement qui était insurrectionnel, et au cours duquel toutes les adaptations toutes les facultés d'adaptation ont été dépassées, à la fois chez mes clients, mais surtout au plus haut niveau de l'État, chez les Gilets jaunes eux-mêmes. Tout est parti en vrille ce jour-là. Et on part en Bretagne pour un exercice militaire géant, exercice qui engage même le porte-avions Charles de Gaulle. Les chiffres sont impressionnants, 12 500 militaires français mobilisés, mais aussi 25 navires, 140 avions et plus d'1 millier de drones. L'exercice s'appelle Orion 2026. Les détails avec Capucine Diaz et Juline Garnier. Un exercice militaire d'une ampleur inédite. 12 500 soldats, 25 navires, 140 avions et hélicoptères et 1200 drones. Jusqu'à début mars, des troupes françaises vont être déployées un peu partout sur le territoire. On s'aperçoit que les menaces évoluent, donc les dispositifs militaires, les appareils militaires évoluent aussi, et donc on est obligé aujourd'hui de réapprendre tous ces savoir-faire. Dans un scénario fictif, un pays baptisé Arnland, correspondant à la géographie française, est menacé par un autre pays situé à l'est. Son nom, Mercure. Pour de nombreux spécialistes, ce genre de scénario semble plausible. Si jamais l'Ukraine, je dirais, tombait, alors c'est les ambitions de Poutine qui pourraient aller de l'avant. Et dans ces ambitions, il est probable, en tout cas beaucoup le pensent, y compris dans ces pays, qu'il serait tenté de pouvoir tester précisément la réaction de l'OTAN. En avril, l'exercice passera sous commandement allié pour entraîner les armées européennes à travailler entre elles. Voilà, mesdames, messieurs, d'ailleurs, nous allons revenir sur cette opération Orion. Vous savez que vous l'avez compris, c'est gigantesque, mais est-ce que, c'est capable de... est-ce que cette opération peut conduire les Russes à dire quand même aujourd'hui les dispositifs français sont inquiétants, puisque c'est sans doute le but, inquiéter les Russes, ou en tout cas leur démontrer que nous sommes une puissance militaire redoutable. Voilà, est-ce que ça suffira? Nous en débattrons dans une poignée de secondes vers 12h15, c'est ça? Exactement. Avec Vincent Desportes et d'autres invités. Restez avec nous. Il faut que nous vous parlions également sur le plan international de l'ayatollah Ali Khamenei qui vient de s'exprimer, car vous devez le savoir, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la révolution islamique de 1979 dont on vous parle pratiquement tous les jours. Eh bien, le guide suprême iranien a évoqué les puissances étrangères et il a pris la parole dans un contexte bien évidemment qui n'est pas anodin, alors que, vous le savez, les tensions entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran sont extrêmes. C'est justement l'occasion pour nous d'aller à Téhéran en direct, retrouver Siavosh Ghazi, journaliste et correspondant de Radio France Internationale et de France 24. Siavosh, bonjour et merci d'être avec nous. Alors que justement les discussions là en ce moment entre l'Iran et les États-Unis ne donnent pas grand-chose, j'ai presque même envie de dire ne donnent rien, eh bien l'ayatollah Khamenei, qu'on voit très peu, qui sort très peu d'apparitions publiques, eh bien l'ayatollah Ali Khamenei vient de sortir du silence et de l'ombre. Alors effectivement, c'est un message enregistré qui a été diffusé par la télévision d'État. Dans ce message, il appelle la population donc à participer massivement aux manifestations pour l'anniversaire de la Révolution, des manifestations qui vont avoir lieu en principe donc mercredi dans 2 jours. Donc c'est un appel. Il dit que c'est une manière de montrer que l'Iran reste indépendant et ne se soumet pas donc aux pressions des pays étrangers. Cela intervient alors que un proche conseiller du guide suprême. Alors évidemment, il y a quelques... qui dirige le Conseil suprême de la sécurité nationale. Si vous m'entendez, donc je disais que dans ce contexte, il a fait ce discours parce que dans un contexte particulier, Ali Larijani, qui est un proche conseiller du guide suprême et qui dirige le Conseil suprême de la sécurité nationale, qui chapeaute en fait les négociations nucléaires, doit se rendre demain à Oman justement pour parler des négociations nucléaires avec les Américains. Est-ce qu'il est porteur d'un nouveau message, d'une nouvelle proposition? On ne sait pas. En tout cas,
sur le plan intérieur, il y a eu également des annonces qui ont été faites, notamment par exemple le chef du pouvoir judiciaire qui a affirmé que les personnes qui ont été arrêtées ces dernières semaines et qui sont accusées d'actions contre la sécurité nationale ou ont été condamnées pour actions contre la sécurité nationale ne bénéficieront pas de l'amnistie en général décrétée à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Et puis on a assisté à un premier procès d'une personne arrêtée le 8 janvier. Il est accusé d'avoir blessé par balle un membre des forces de l'ordre et il est accusé d'être un Mohareb. Mohareb signifie en guerre contre Dieu et donc selon la loi iranienne, il peut être condamné à la peine capitale si donc cette accusation est maintenue et retenue par le tribunal. Il pourrait être le premier à être condamné à mort officiellement par la justice iranienne, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de verdict annoncé. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en direct donc de Téhéran pour ces toutes dernières informations et donc cette analyse de la prise de parole il y a quelques minutes d'Ali Khamenei. Allez, on repart en France et dans le Morbihan plus précisément, avec les intempéries qui ne cessent pas là-bas. Les Morbihanais ne s'en sortent pas, ils sont toujours sous les eaux avec une nouvelle vigilance orange aux crues qui vient d'être décrétée par Météo France. Fanny Zimbler et Louis Maillet-Charlemagne, vous êtes sur place, vous êtes à Malétroit plus précisément. Racontez-nous, les habitants peut-être n'en voient pas la fin là. Ils n'en voient pas la fin et on ne voit plus rien à part de l'eau. Toutes les zones autour de moi sont censées être au sec. Lou s'est tellement sorti de son lit normalement il est censé être à plusieurs centaines de mètres de nous et pourtant il est complètement sorti de son lit. Il n'y a plus aucun espace vert et de l'autre côté il est censé y avoir des places de parking qui sont totalement recouvertes par l'eau également. D'ailleurs des agents de la voirie sont passés constater l'ampleur des dégâts puisque depuis la semaine dernière ils avaient réparé ces places de parking et pourtant l'eau s'est à nouveau infiltrée sous le bitume et ces taches claires en fait que vous voyez à l'image, ce sont les endroits où il n'y en a plus du tout et pour cause. Depuis 3 semaines, on dénombre au moins 4 crues, le dernier pic ayant été atteint hier soir. Depuis, le niveau de l'eau baisse à 11h. On dénombrait quand même 2,78 mètres d'eau de hauteur, ce qui reste assez haut puisque tout à l'heure, Guy Poitard de la sécurité civile nous confiait que la cellule resterait en alerte tant que l'eau ne serait pas redescendue en dessous des 2,50 mètres et à l'heure actuelle, on dénombre au moins 12 habitations sinistrées, ce qui signifie que de l'eau est entrée dans les parties habitables. Merci beaucoup Fanny, merci à vous mesdames, messieurs. Vous le savez, un journal de télévision, c'est des grandes informations internationales, géostratégiques, géopolitiques parfois, et des toutes petites informations, mais qui sont parfois très pratiques. Figurez-vous que si vous avez encore des tickets restaurants datés de l'année 2025, mesdames, messieurs, vous pouvez encore les utiliser, mais attention, il ne vous reste que 3 semaines. Passé le 28 février, les tickets restaurants 2025 seront périmés et ne serviront plus à rien. Voilà ma petite information utile. On parle de football, malgré notre chef d'édition qui insiste pour ne pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'elle est marseillaise. Et effectivement, hier, c'était un peu douloureux. C'était ce qu'on appelle le Classico PSG-OM. Et c'était au Parc des Princes. Rarement, le Classico s'est terminé par une claque comme ça infligée à l'OM. Victoire 5-0 des Parisiens, avec notamment, vous l'avez vu au début, un doublé de Dembélé, le Ballon d'Or. Vous le savez, c'était une soirée exceptionnelle pour Paris et très douloureuse pour Marseille. Voilà. Bon, les amis, restez avec nous. Dans un instant, la question qu'on va se poser, qu'on va vous poser, est très simple. Est-ce que les grandes manœuvres militaires orchestrées par la France, qui ont débuté hier dimanche, est-ce qu'elles sont de nature à faire peur à Vladimir Poutine ? Moi, j'ai tendance à penser que non. Mais quelque chose me dit que le général Vincent Desportes, qui va entrer dans le studio dans un instant, pense que oui. On va en débattre. À tout de suite. Mesdames, messieurs, l'affaire est grave. Les Français et leur arsenal militaire peut-il encore faire peur à Poutine ? La question que je vous pose est très simple. Magali Berthès est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour. Nivine Potros également. Vous allez nous décrire les choses de façon très précise dans un instant. Et le général Vincent Desportes est là. Le général Desportes qui m'a tout de suite, pendant la pub, clairement exprimé son désaccord avec ma position, voilà. On va garder un peu de surprise. Et bonjour Magali Lunel. Bonjour. Bon, alors que se passe-t-il ? Il y a des grandes opérations militaires en France qui ont débuté hier dimanche, c'est ça ? Alors j'ai envie que vous vous mettiez dans la peau d'un Breton.
Ça va pas être trop difficile, mais imaginons que vous êtes un Breton et hier, tout d'un coup, vous avez vu ça dans votre petite ville du Morbihan. Regardez, des soldats en armes qui défilent dans vos rues, voilà. Bon, c'est assez étonnant. Ah oui. Et puis alors, il y avait des avions partout dans le ciel, des navires sur les côtes. Évidemment, c'est saisissant. Vous imaginez ce qu'ont pu ressentir ces habitants. Eh bien, en fait, c'est un exercice militaire géant. Et il est d'une ampleur inédite. L'armée française teste en fait ses capacités en cas de conflit de haute intensité. Cet exercice s'appelle Orion 2026. Ça a commencé, vous l'avez dit, hier, d'abord en Bretagne. L'état-major des armées en fait la promotion via un clip. Regardez. Ah, le clip. Le monde a changé. Mais une chose demeure. L'engagement de ceux qui ont choisi de défendre et qui s'entraînent sans relâche. Bon, mesdames, messieurs, moi j'aimerais bien, là je parle à la régie, que vous changiez le petit message en bas, que vous mettiez Russie, la France prête à la guerre. Il est là le débat. Voilà, regardez comme ils sont formidables. Merci la régie la plus rapide du monde, merci à vous. Avant d'écouter le général Vincent Desportes et Magali Barthès, vous allez nous décrire, Nivit, ce qui se passe là en Bretagne ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe en Bretagne, ce n'est pas un exercice comme un autre. C'est le plus grand exercice militaire organisé par la France depuis la guerre froide. Et l'objectif, il est très clair. Tester dans les conditions du réel ce dont l'armée française serait capable face à un ennemi quasi nommé. Vous l'avez compris, la Russie. Et pour ce faire, c'est l'ensemble de notre arsenal militaire qui va être mis au banc d'essai. Les moyens engagés sont colossaux. 12 500 militaires français mobilisés. 25 navires, dont le porte-avions Charles de Gaulle, 140 avions et hélicoptères, 1200 drones, mais aussi, c'est important, des moyens cyber et spatiaux, le tout entre la Bretagne, l'Auvergne et l'Aquitaine. À partir d'avril, deuxième chapitre de cet exercice, cette fois, les militaires français passent sous le commandement de l'OTAN pour s'entraîner avec leurs partenaires européens. 14 pays européens vont y participer, mais aussi des pays hors UE, comme par exemple les États-Unis, le Canada, mais également le Qatar. Au-delà de cet aspect purement militaire, Orion 26, cet entraînement, il a aussi une dimension politique. À l'adresse de qui ? De nos adversaires, bien évidemment, mais aussi de nos partenaires, les Américains, bien évidemment. Orion 26, c'est la preuve que la France et l'Europe sont prêts à se défendre face à la Russie, mais surtout sans les États-Unis qui se désengagent de plus en plus chaque jour. Bon, formidable, très bien. Vous avez été très précise. Vous avez été très précise. Je voudrais d'abord vous montrer, mon général, la tête des Bretons qui sont sortis hier matin. Hier, c'était dimanche, fin de matinée. Certains étaient à la messe, j'imagine. On est dans la Bretagne un peu catholique. D'autres sont allés acheter du pain. Les bouffeurs de curés, il y en a aussi en Bretagne. Bref, chacun vaquait à ses occupations. Moi, je suis plutôt d'une famille du sud-ouest de bouffeurs de curés. Bon, chacun vaquait à ses occupations. Et là, bien évidemment, on tombe sur des soldats de l'armée française en treillis camouflés qui se planquent derrière les voitures. Ça fait drôle, mais les Bretons ont su garder leur sang-froid. Je trouve ça plutôt ludique, intéressant à regarder, parce qu'en général, les exercices militaires, on les voit pas, ou c'est sur des terrains militaires, ou à l'étranger. Savoir qu'on a encore des forces militaires opérationnelles, donc de les voir s'exercer, c'est plutôt rassurant. Moi, je trouve ça normal, dans le contexte actuel. C'est leur métier, en fait, donc il faut bien aussi qu'ils s'exercent. Mon général, première question, j'ai plein de questions. Première question, Nivine a dit tout à l'heure, ce sont des moyens colossaux.
Est-ce que dans Colossaux, il y a un petit côté propagande armée française pour rassurer les Français, regardez, on fait le boulot, ou est-ce que c'est vraiment colossal? Enfin, quand on voit les chiffres de cette guerre en Ukraine avec la Russie, quand on voit les chiffres du budget, par exemple, militaire de l'armée américaine, est-ce que de déployer 12 500 hommes français, 1200 drones, etc., une centaine d'aéronefs, est-ce que ça, c'est colossal dans le contexte actuel? Je vais vous répondre. Je voudrais d'abord changer de sujet et vous féliciter, Éric Brunet, pour le courage que vous avez eu de prononcer des mots très forts hier pour la protection ou la défense du peuple iranien. J'ai beaucoup d'amis iraniens. Votre courage a été apprécié. Maintenant, je vais répondre à votre question. Alors, c'est pas des moyens colossaux, effectivement, face à l'armée russe qui fait 700 000 hommes au combat aujourd'hui, mais par rapport à l'armée française, c'est beaucoup, et comme vous l'avez dit, c'est le plus gros exercice qu'on a conduit depuis la guerre froide. Vous savez, la guerre, ça ne s'apprend qu'à la guerre, et donc, soit on y est, on apprend, comme les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui, soit vous préparez vraiment à le faire. Et aujourd'hui, coordonner plus de 15 pays étrangers, des éléments militaires de 15 pays étrangers dans une opération comme celle-là, avec des avions, avec des bateaux, on est également dans le cyber, on est dans toutes les formes de guerre hybride. Oui, c'est extrêmement compliqué et il faut s'y préparer. Et en général, quand on fait un exercice sur le terrain, il a à peu près ce volume-là. C'est un exercice qui est très compliqué. Jusqu'à présent, depuis la guerre froide, on faisait l'exercice sur cas, si vous voulez. Là, c'est la deuxième fois. Il y a eu Orion 23. Oui, on se souvient. Alors, on a des images de cet exercice de 2023. C'était il y a 3 ans. Exactement. On en avait beaucoup parlé parce qu'on était 1 an après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Déjà, c'était un exercice militaire grandeur nature qui nous avait impressionnés. Qu'est-ce qui diffère là? Bien, l'ampleur est plus importante et le nombre de participants internationaux est plus important. Et puis il y a ce que vous avez dit qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 phases. Il y a une phase avec l'OTAN, qui est une deuxième phase, et puis il y a une phase en national. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, tous les grands exercices se faisaient sous couvert de l'OTAN. Et là, il y a toute une partie qui se fait purement en national, ce qui permet de tester en particulier l'aptitude de l'armée française à commander des grands corps, un grand corps terrestre, un grand corps aérien et une masse importante de navires. Donc c'est extrêmement important. Alors pour répondre à votre question, Éric Brunet, il ne s'agit pas de faire peur à Poutine, évidemment, mais c'est de lui montrer qu'on s'y prépare vraiment à cette guerre et qu'on n'est pas seul sur le terrain puisqu'il y a combien 15, 16 14 pays européens sans compter les pays hors UE. Et donc on est sérieux. Et depuis quand je vous interromps mais c'est pour abonder quand on voit les drapeaux que vous avez montrés, c'est-à-dire à partir du mois d'avril les pays qui seront associés à l'OTAN et à la France dans ces exercices, c'est quoi leur contribution? Je sais pas, j'ai vu Singapour, j'ai vu le Qatar, ils amènent quoi Alors je peux pas vous dire exactement, mais très, très vraisemblablement, ce sont des officiers d'état-major. Vous savez que l'interopérabilité, c'est tout à fait important, mais l'interopérabilité, avant d'être matérielle, elle est intellectuelle. Il faut que les états-majors se parlent, comprennent comment ils fonctionnent, etc. Et ça, on est assez habitué avec les pays de l'OTAN, évidemment, puisque l'OTAN produit de l'interopérabilité tous les jours, mais on voit bien que les coalitions pourraient être plus larges que l'OTAN, et donc il est important que des officiers étrangers viennent. Quand je commandais l'école de guerre, c'est l'école où on forme les généraux, moi j'ai formé, il y avait au moins 4 des officiers étrangers d'au moins 80 pays étrangers qui étaient là. Donc ça, c'est une habitude, il faut travailler ensemble et on s'y prépare tous les jours. Magali, quand on parle de la Russie, hier, il y a Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui s'exprimait dans les colonnes du Parisien et il disait « Tout exercice de grande ampleur envoie un message politique ». Donc il y a aussi un message qui a été envoyé là. Bien sûr. Alors vous savez, quand on s'entraîne comme ça pour cet exercice, on imagine un scénario. Et le scénario, justement, c'est l'agression d'une puissance qui est appelée Mercure dans ce scénario-là, venue de l'Est. Donc évidemment, les regards se tournent vers la Russie, qui envahit en effet un pays qui appelle à l'aide la France. C'est ça le scénario actuel. Et évidemment, quand on regarde ce scénario et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se dit c'est ces pays qui appellent à l'aide pourraient être les États baltes, par exemple, qui appelleraient à l'aide la France. Donc comment, à ce moment-là, réagirait la France? Comment réagirait l'OTAN? Comment il s'organiserait justement la coopération et l'interopérabilité dont vous parliez? C'est ça, en fait, que l'on est en train de tester. Donc bien sûr que c'est un message adressé à la Russie pour dire
nous sommes prêts, nous sommes capables et nous serons en mesure de répondre à toute agression de la Russie. C'est le message aussi que veulent envoyer les militaires français par le biais de ces exercices. En 2023, en effet, déjà, c'était la menace russe, parce que déjà, évidemment, les regards étaient vers la Russie, puisque la guerre en Ukraine venait de commencer. Mais là, ce que je trouve très frappant par rapport à 2023, quand on regarde notamment le spot de l'armée française qui a été diffusé, vous voyez la présence des drones. Ouais. On a l'impression de se retrouver dans les combats en fait des forêts ukrainiennes, hein. Et cette volonté de tester le brouillage électronique, de tester aussi en effet le spatial, les satellites. Enfin tout ça, ça montre bien à quel point on prend en compte la réalité actuelle de la guerre. Magali et mon général, on s'est rendu compte que souvent dans la vie institutionnelle, 1 + 1 + 1 n'est pas forcément égal à 3. Ça peut être égal à 5 et ça peut être égal à 2. Voilà. Et on s'en est rendu compte avec l'Union européenne sur le plan diplomatique. Là, c'est plutôt pas égal à 27, c'est plutôt égal à 3. Voilà. Sur le plan militaire, certains sont inquiets. Où est cette Europe de la défense ? La question que j'ai envie de vous poser, c'est cette interopérabilité dont vous parlez. Faire travailler toutes ces nations ensemble pour constituer une force qui pourrait intimider les Russes. Bon, c'est beau sur le papier. Donnons-nous tous la main. Mettons en commun nos moyens militaires. Si on les additionne, c'est vrai, ça peut impressionner les Russes. Mais enfin, techniquement, ça marche jamais comme ça, mon général. Ça marche jamais. Des chars allemands, plus des avions français, plus des soldats italiens, etc. C'est le souk. On n'y arrivera jamais comme ça. Même si les officiers d'état-major travaillent ensemble depuis des années, même s'il y a cette culture au sein de l'OTAN qui est forte, implémentée dans les états-majors, c'est difficile d'imaginer des pays avec des stratégies diplomatiques différentes, militaires différentes, qui bossent ensemble et qui soudainement, sans que ce soit préparé, parce qu'il y a une agression, voilà, du jour au lendemain, peuvent réagir. Vous y croyez vraiment, vous, à ça ? Mais j'y crois complètement. Alors je me lève totalement contre le terme de souk, évidemment, parce que ces exercices-là, au sein de l'OTAN, il y en a plus ou moins importants, mais chaque année, vous savez qu'on a une brigade interalliée, nous, actuellement, dans les pays baltes, enfin, il y a une brigade interalliée dans les pays baltes, et ces exercices-là, on le fait tout le temps. Donc, c'est évidemment moins facile que de diriger une armée qui serait purement nationale, et chacun connaît le mot de Foch, que je ne vais peut-être pas répéter ici, mais... Quel mot ? Vous savez, quand Foch est le premier commandant interallié de la Première Guerre mondiale, jusqu'à... Voilà. Et à partir de lui, on va gagner. Mais lui dit, depuis que je commande une coalition, je suis beaucoup moins admiratif de Napoléon, qui lui a gagné seul contre des coalitions. Ouais. Et donc il est évident que dans une coalition, le problème, c'est pas les problèmes militaires, ce sont les problèmes politiques. Parce que chacune des armées reste profondément dépendante et obéit à la nation dont elle est issue. Les problèmes militaires sont assez simples à régler, et nous sommes intervenus en Afghanistan, nous sommes intervenus dans le Sahel, nous sommes intervenus dans les Balkans, toujours en interalliés, donc on sait faire. Mais les difficultés, c'était tel pays qui disait le matin, mais j'envoie pas mes soldats au combat, etc. Mais militairement, non, on sait faire. C'est pas parfait, mais on sait faire, et on le rôde. Mais visiblement, le message... Juste une chose, ouais. J'ai dit c'est le souk tout à l'heure. Oui. Je voudrais pas que le maire de Marrakech m'en veuille. J'aurais pu également dire le marché du samedi matin de Nérac dans le Lot-et-Garonne, ça aurait été l'équivalent. Et voilà. Le message reçu visiblement 5 sur 5 par Moscou, parce qu'a priori, selon les médias russes, Sergueï Lavrov donc, a pris la parole ce matin, voilà ce qu'il dit. Il affirme que la Russie, je cite, répondrait par une riposte militaire à grande échelle avec tous les moyens à sa disposition en cas d'attaque de l'Europe, précisant qu'il ne s'agirait pas là d'une opération militaire spéciale. Oui. Là, la réponse est claire ? Oui, mais comme d'habitude, en fait, la Russie va expliquer que c'est elle qui serait agressée par les puissances de l'OTAN. Or, l'exercice dont nous parlons, c'est un exercice en fait défensif, parce que un pays justement de l'OTAN serait attaqué par le fameux Mercure, autant dire la Russie, c'est ça le scénario. Donc comme d'habitude, la réponse de Moscou, elle est toujours la même. Elle est de dire, mais vous voyez bien, ils veulent nous agresser en parlant de l'OTAN. Mais c'est l'inverse en fait. Ce qui se passe. Nous sommes dans une posture défensive, mais nous nous entraînons quand même à la potentielle étape d'après. Et cette étape d'après, c'est peut-être un jour, en effet, une provocation russe qui chercherait à aller plus loin, à aller tester les limites
limites de l'OTAN. Et c'est vraiment face à ce scénario-là qu'il faut être prêt. Où on est, pardon de vous poser la question, mais enfin, il y a des tas de gens qui nous regardent, ils doivent se poser eux aussi la question, où en est l'OTAN en ce lundi, on est le combien là, ce lundi 9 février, après l'affaire du Groenland, quand même, on peut imaginer que l'OTAN a un tantinet la gueule de bois. Hein. Où en est l'OTAN là? J'ai vu dans les drapeaux que Nivine a montré de cette opération grande envergure qui débutera avec les pays de l'OTAN au mois d'avril, qui avait le drapeau américain. Enfin, franchement, il doit y avoir des officiers d'état-major français qui ont été un peu secoués par l'affaire du Groenland. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les Alliés vont se préparer en cas d'attaque russe, mais en cas aussi de désinvestissement américain. Donc ils vont à la fois travailler, se préparer avec les États-Unis, et dans l'éventualité où Washington décide de ne plus participer à l'OTAN. Oui, d'ailleurs, je me marre un peu, pardon, mais il y a également à côté du drapeau américain le drapeau canadien. Il y a quand même un ministre canadien qui a dit il y a 15 jours, on a regardé si les États-Unis nous attaquaient, on pourrait résister 2 jours, je crois. Enfin, ça montre quand même l'état d'esprit. On va peut-être montrer la dernière publication du président américain sur son Truth Social, sur son réseau social, parce qu'effectivement, vous avez raison de pointer du doigt les États-Unis dans la participation de cet exercice, parce que Donald Trump ne cesse de se moquer des Européens en publiant sans cesse des provocations. La dernière en date, c'est une photo de Donald Trump avec les membres de l'Union européenne dans le bureau ovale, montrant une carte, et l'ensemble du continent américain apparaît floqué. Vous le voyez, voilà, vous voyez ce drapeau. Il avait déjà posté il y a une dizaine de jours. Qu'est-ce qui il a reposté cette nuit. Alors c'est quoi ça? C'est le Groenland? C'est l'ensemble du Canada avec donc le drapeau des États-Unis, une manière de dire voilà la souveraineté canadienne. Pardon de poser la question, mais merci Nivine. Mon général, pardon de poser la question. On a vu le drapeau canadien avec la feuille d'érable, le drapeau américain côte à côte dans ces... est-ce que l'OTAN va bien? Non, mais les choses sont claires. L'OTAN est mort. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? C'est l'assurance absolue que les Américains, si un pays européen de l'OTAN, ou pas européen, le Canada par exemple, était attaqué, qu'ils s'engageraient. Maintenant, on sait bien que nous ne pouvons absolument pas en avoir l'assurance. Trump l'a dit, Vance l'a dit, etc. Vance a dit, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous vous défendions de manière permanente. Donc, il ne faut plus compter sur l'OTAN. Mais comment, mon général, pouvez-vous dire cela, là, à l'instant? Parce que c'est vrai. Il y a quelques minutes, vous m'avez dit, ces exercices conjoints avec des officiers d'état-major qui apprennent l'interopérabilité entre les états-majors, les armées, etc., c'est crucial, c'est déterminant, etc. Alors c'est bien pour ça que Ludivine l'a dit, la première partie, elle n'est pas avec les Américains. On fait sans les Américains. Et on leur montre, on apprend à faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on le dit depuis des années, des années maintenant sur ce plateau, que, hélas, nous sommes encore dépendants des Américains. Nous sommes encore colonisés militairement par les Américains, et il faut arriver à se décoloniser, ce qui suppose de savoir travailler ensemble, et puis de boucher les trous dans la raquette qui serait fait immédiatement si les forces américaines partaient. Mais en même temps, vous le savez bien, c'est que à la fois il faut se préparer à leur départ, et en même temps on en a encore besoin de ces gens-là. Mais vous sentez qu'il y a un mouvement? Est-ce que c'est presque un tabou qu'a brisé Donald Trump sur le Groenland? Est-ce que ça a été un électrochoc? Mais bien sûr, pour l'Union européenne? Il y a un avant et un après. Mais il y a un avant et un après. Alors, et évidemment, je crois, on a bien vu le discours du Premier ministre canadien, etc., qui était extrêmement clair. Il y a eu un avant et un après. Et maintenant, nous sommes sûrs que cet allié principal n'est pas fiable. Donc l'OTAN, dans sa nature, est morte, et on doit arriver à combattre sans. Même si un jour, par exemple, à la prochaine élection présidentielle américaine, c'est, par exemple, le gouverneur démocrate de Californie qui sera plus sympa à notre endroit. Il pourrait y avoir quand même un mouvement de balancier. Non, mais l'idée, c'est qu'on s'est pris une telle claque qu'il ne faut pas tout fonder là-dessus. Oui, et puis vous n'êtes pas du tout sûr qu'après Trump, vous n'ayez pas plutôt un J.D. Vance ou Non, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit adulte. Il faut se préparer. Et d'ailleurs, les Russes misent sur ce désengagement américain. C'est évidemment le meilleur des scénarios pour Vladimir Poutine. Donc ces exercices, ils sont importants pour dire, finalement, même seul, puisque la première partie de cet exercice, c'est la France seule, nous avons aussi des moyens, et ensuite nous pouvons nous coordonner avec les autres pays de l'OTAN. Oui, les Américains seront dans la boucle, mais on voit bien, quand on regarde l'ensemble des drapeaux des pays participants, qu'il n'y a pas il y a aussi vraiment un large éventail de pays qui participent. Alors, l'autre truc qui met un peu le cafard, pour parler trivialement, on a dit bien évidemment la complexité de l'interopérabilité. Les Américains et leur position extrêmement ambiguë, qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi les chamailleries européennes avec cette histoire d'avion. Ça me
fiche un cafard monstrueux, Magali. L'avion de chasse européen, Ouais. donc qui normalement devait être construit par la France en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne. Il se passe quoi là ? Le chancelier allemand a eu l'air de reculer ces derniers jours et essayer peut-être de mettre en place une coopération directe avec l'Italie, donc court-circuitant ce projet-là. Et Emmanuel Macron, qui visiblement ce week-end a dit non, ce projet va se faire avec l'Allemagne. On n'y comprend plus rien. C'est-à-dire que le SCAF, c'est le grand projet donc d'avion du futur. Il s'appelle comment, le CAF ? Le SCAF. Ça, c'est pour remplacer le Rafale et les Eurofighters. Donc c'était une coopération donc franco-allemande avec les Espagnols qui se sont greffés. Sauf qu'en fait, le projet qui a été lancé quand même en 2017 et n'arrive pas à avancer à cause des rivalités entre les groupes industriels Dassault et Airbus. Ça n'avance pas du tout. À tel point, en effet, qu'on a senti le chancelier Merz aller se retourner et aller voir Meloni en Italie pour se dire je vais peut-être me greffer finalement à un autre projet qui n'est pas donc franco-allemand mais qui est avec l'Italie et avec le Royaume-Uni, le Japon. Mais c'est vrai que on voit bien en fait toute la complexité à travers cet exemple-là de cette Europe de la défense, parce que au-delà en fait des déclarations des dirigeants, derrière il faut aussi que les industriels suivent et bien évidemment il y a des rivalités, certains qui veulent pas partager certains évidemment secrets et on voit à quel point en effet le projet a vraiment du plomb dans l'aile. Ce serait complètement dingue que la France, le pays du Rafale, le meilleur avion de chasse du monde, ne soit pas, sur le plan industriel, le pays qui pilote, qui lead le futur avion de chasse européen. Enfin, c'est pas possible. Non, mais vous avez raison, mais la difficulté, ce sont des entreprises privées, pratiquement complètement privées, capitalistiques, etc. Il y a des intérêts des actionnaires, chacun joue son jeu. Et les Allemands ont demandé, en gros, je schématise, mais que Dassault ouvre totalement ses livres, alors qu'évidemment, on est bien meilleur que les Allemands dans cette affaire-là. Et donc, j'espère qu'on deviendra raisonnable. Par exemple, il devrait y avoir une espèce de spécialisation. En aéronautique, les bons en avion, c'est pas les Allemands, c'est nous, les Suédois et les Britanniques. Bon, ok. Et puis les Allemands, ils sont très bons en char, ils l'ont toujours été, ça fait longtemps. Le Panzer, c'est quelque chose. Et donc, je crois, mais il faut arriver peut-être à ce que la crise soit encore plus forte pour qu'on arrive à mieux se coordonner. Mais vous avez raison, c'est une urgence absolue. Bien. Merci beaucoup. Débat passionnant, mesdames, messieurs. Si vous êtes en Bretagne, vous assisterez peut-être dans la journée, demain, après-demain, à des opérations avec des militaires en tenue camouflage. Eh bien, ne prenez pas peur, c'est normal. C'est l'opération Orion 2026 qui va durer. Voilà, restez avec nous. On revient sur le terrain national maintenant avec ce projet de loi, cette idée. Et si nous avons une forte suspicion sur quelqu'un qui gruge les aides sociales, le RSA, le chômage, eh bien on le suspendra directement sans attendre d'avoir des preuves, le temps de mener l'enquête. Est-ce que c'est une bonne idée dans son principe philosophique ou pas ? On en débat dans une poignée de secondes. Mesdames, messieurs, j'aurais pu commencer en vous disant qu'Isabelle Saporta et que Renaud Pila, nos éditorialistes, sont arrivés. J'aurais pu faire ça, mais je ne le fais pas. J'aurais pu vous dire que Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, et spécialiste des questions de fraude sociale, est là, mais je ne le fais pas. Je pourrais vous dire que le remarquable Pascal Perry est d'apartie, mais je ne le fais pas. Que Magali Lunel va co-présenter l'émission, qu'elle co-présente l'émission avec moi depuis midi, mais je ne le fais pas, mesdames, messieurs. Parce que le plus important, c'est quand même que vous réfléchissiez à ce projet de loi de lutte contre la fraude défendu par le ministre Jean-Pierre Farandou et qui sera débattu à l'Assemblée nationale. L'idée, écoutez bien, l'idée c'est que désormais, l'administration a une forte suspicion, un gros soupçon sur une fraude, eh bien on suspend, on interrompt quelque temps le versement des allocs, le temps de voir si il y a eu volonté ou pas de frauder, mesdames, messieurs. Ah, c'est très très nouveau sur le plan du principe et sur le plan philosophique. Regardez une petite minute le reportage et vous allez comprendre. La caisse d'allocation familiale, France Travail ou encore l'assurance maladie pourront-ils bientôt vérifier vos comptes pour débusquer d'éventuelles fraudes ? Le projet de loi doit être étudié à l'Assemblée le 24 février. Il prévoit de suspendre les versements en cas de soupçons sérieux. Sauf à tomber dans le
L'hyper-contrôle de l'État est une excellente chose. Alors, je suis pas très d'accord de couper directement les fonds directs parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Faire une bonne vérification, même si ça prend un peu de temps. Pour le rapporteur de la loi, l'objectif est de mieux armer les administrations. On donne les mêmes moyens aux administrations sociales, CPAM, CAF, département, France Travail, que ceux dont dispose le fisc. Pour être acceptée, la proposition devra être adoptée par l'Assemblée, mais aussi respecter certains principes de constitutionnalité. C'est une procédure qui est extrêmement limitée dans le temps. L'administration devra motiver ses décisions de suspension. Ces éléments-là nous permettent de penser que c'est constitutionnel, d'autant plus que c'est déjà prévu dans d'autres pans du droit actuellement. Chaque année, on estime que la fraude sociale coûte 14 milliards d'euros à l'État. Très bien. Pascal Perry, un soupçon et on suspend les allocs. Bonne idée ou pas selon vous ? Non, on qualifie les faits en France, pas les intentions ou les soupçons. La présomption n'est pas suffisante pour condamner. C'est pas une condamnation, c'est une suspension. Y compris une suspension, c'est une sanction. On va appeler ça une sanction. Nathalie Goulet. Ah mais nous on l'a voté au Sénat déjà le texte. Et je peux vous dire que quand vous suspendez une prestation parce que vous pensez que votre client est mort, s'il revient pas, c'est que vous avez bien fait de la suspendre. Ce genre de choses arrive ? Ah oui, bien sûr. Ce genre de choses arrive. Bien sûr. Juste une question, parce que vous connaissez techniquement le sujet. J'ai une petite question corollaire. Quelle est la différence pour les rentrées financières de l'État entre je suspends, j'analyse, et puis si je me suis trompé, je rembourse, voilà, puisque là, dans ce cas, je n'économise pas d'argent, et je suspends, et puis j'arrête s'il y a une arnaque. C'est quoi la différence ? Parce que dans les deux cas, on arrête s'il y a une arnaque, et on paye s'il n'y a pas d'arnaque dans les deux cas, donc c'est le même niveau de rentrée. Non, parce que les prestations sociales, c'est un robinet. Donc s'il y a un doute, on ferme le robinet et on paiera après. Mais il y a quand même énormément de présomption de fraude. Le problème, ça va être ce qu'on met comme moyen humain pour contrôler tout ça. Renaud Pilat. Non, moi je suis contre cette idée du soupçon parce que déjà c'est un dossier qu'on traite depuis des années et qui est extrêmement sensible. Et à partir du moment où vous avez le soupçon, vous aurez une pluie de réactions. En revanche, il faut s'attaquer à cette fraude. C'est une question de moyens. Il n'y a pas assez dans les administrations de moyens qui sont mis contre cette fraude. Isabelle Saporta. Moi, j'ai un peu honte, mais moi, je suis pour, en fait. J'étais assez... Moi, j'ai lu l'interview de Farandou, qui a expliqué effectivement très clairement que les 3/4 des fraudes, c'était pas les gens en difficulté, etc. C'était des fraudes aux cotisations sociales, c'était des fraudes d'entreprises. Et que quand ils sont à un niveau de suspicion dingue, c'est qu'ils ont déjà croisé 50 trucs et que c'est le seul moyen pour eux de les choper. Parce que s'ils les prennent pas en flagrance, ils leur laissent 15 jours et pendant ces 15 jours, ils se cassent. Donc moi, je vais vous dire un truc, moi je suis plutôt pour en fait. Pardon d'être à contre-courant. Ça, c'est les entreprises éphémères. Oui. Non mais c'est vrai que ça existe. Voilà. Bon, manifestement, c'est pour cela que c'est fait. Oui, mais enfin, j'ai peur qu'il y ait une petite faiblesse juridique. Moi, je suis d'accord sur le principe de sanctionner. Non, mais je suis d'accord sur le principe de sanctionner des faits. C'est-à-dire que l'employeur indélicat qui fait travailler des gens au black, l'URSSAF arrive souvent d'ailleurs à le démontrer, parce que l'URSSAF a des enquêteurs avec une capacité d'analyse en ligne, le maître d'œuvre, le sous-traitant ou les sous-traitants. Ça c'est une fraude qui est connue, qui est massive. Non, on a affaire, on échangeait ce matin avec Mme Goulet, à des réseaux criminels. Des réseaux criminels, alors, voilà. Là, qu'on utilise ce type de moyens, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a une faiblesse juridique sur le concept de... Attendez, Nathalie Goulet quand même, parce que vous faites tous vos français, si je puis dire, c'est-à-dire, sauf vous Isabelle et sauf vous Nathalie. Vous dites, tiens, Renaud Pilat, je vous accuse. Vous faites votre français, ça vous dit, attention, c'est une affaire de grand principe. On ne suspend pas parce que, franchement, c'est désigné à la vindicte, etc. Non, la réalité, c'est que cette administration française, qui est faible, qui a des capacités de contrôle très faibles, qu'elle puisse dire, écoutez, c'est très louche, votre dossier, il y a des croisements, c'est très très louche.
on suspend quelque temps le temps de comprendre. On vous retire 3 points sur le permis parce qu'on soupçonne que vous ayez augmenté, que le radar marche. Non, mais Nathalie Goulet. Juste avant que vous donniez la parole à Nathalie, qui va être hyper brillante. Bah oui. Juste, ce qui n'est pas mon cas. Donc, du coup, je la prends avant. Je la prends avant. C'est juste que les cotisations, c'est fraude aux cotisations sociales. Qui est impacté? C'est le salarié qui pense, qui cotise et qui cotise pas. Donc, moi, qu'on arrête tous ces de fraudeurs d'entreprises qui font semblant de déclarer leurs salariés et qui en fait blousent leurs salariés, mais moi je suis d'accord, je signe dès demain et faisons-les tout de suite. Vous voulez nous dire exactement ce que peut être un soupçon, mais concrètement, parce que la fraude sociale, effectivement, les 14 milliards, c'est ça. 52% liés au travail dissimulé, 36% aux assurés sociaux et 12% aux professionnels de santé. Donc concrètement, les soupçons, là, ce serait quoi ? Je vais vous donner un exemple. Il y a une caisse très connue en France qui, un jour, a décidé qu'il y avait beaucoup de doutes sur la résidence des bénéficiaires. Elle a donc envoyé une lettre recommandée à l'ensemble des bénéficiaires de sa caisse en leur demandant de venir pointer. 45% des lettres sont venues, n'habitent pas à l'adresse indiquée. Voilà, on a coupé. C'est plus un soupçon, là. Non, mais un gros soupçon. Non, mais attendez. D'accord. Mais là, ils n'ont pas répondu. Mais c'est pareil pour les gens qui touchent des prestations, qui sont supposés les toucher alors qu'ils sont décédés, etc. C'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'indices. C'est ça la présomption. Là, on est plus dans dans la démonstration de preuves que dans le faisceau d'indices. Oui, mais là, ils peuvent très bien avoir changé d'adresse. Vous allez en Suisse, vous connaissez ce que font les Suisses. Il y a un guichet municipal. Il faut vous présenter tous les 6 mois si vous voulez continuer à toucher les prestations. Qui sont des prestations assurantielles, si vous voulez, ou sociales d'ailleurs au passage. Il faudrait qu'on puisse faire la même chose. Mais là, tel que vous le présentez, en effet, si on n'a pas de preuve de vie ou s'il y a absence du bénéficiaire, de l'allocataire, effectivement. J'imagine d'ailleurs, imaginons que cette idée de sanctionner, ou plutôt, de suspendre les allocations sociales, les aides sociales, ça ne marche pas. Bon, de toute façon, face à une population qui perçoit des aides sociales, qui est plutôt fragilisée sur le plan social, j'imagine que ça doit être la croix et la bannière pour récupérer. Quand on a versé indûment à des gens qui se sont servis pendant des mois et des mois, c'est très difficile pour dire vous allez me reverser 18 533 euros. C'est impossible. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens qui vont pas chercher leurs prestations. Mais par exemple, pour les entreprises, c'est que la fraude à l'URSSAF, c'est quand même entre 8 et 10 milliards. Et là, on peut avoir des indices lourds et concordants de ce qu'on est en train d'avoir une entreprise éphémère qui va collecter de la TVA, qui la rendra pas, etc. Donc, si vous voulez, c'est sur les entreprises surtout que cette suspension de prestations, etc. se fera. C'est quelles boîtes les plus concernées ? BTP, restauration. Restaurant, bar. Moi, j'ai eu le cas de gens que j'ai connus qui étaient restaurateurs en contrôle URSSAF au moment du Covid et qui, à ce titre-là, n'ont pas été aidés pour le Covid. C'est-à-dire que ça a été l'argument montré par l'administration. Donc ça existe déjà, d'une certaine façon. Oui, mais il faut prendre des mesures. Je veux dire, je suis pas sûr. Moi, je l'ai voté puisque le texte est déjà arrivé au Sénat. Bon. Donc on l'a déjà voté au Sénat. Moi, je l'ai voté. Comme on dit, le temps ne faisant rien à l'affaire. Bon, voilà. Georges Brassens. Voilà. Moi, je pense que si on prend pas des mesures drastiques, on n'arrivera pas. Et la suspension des prestations, ça ne veut pas dire qu'on ne les donnera pas. Et encore une fois, j'insiste, la fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé. Et là, il y a eu plusieurs cas cette semaine dans la presse, vous avez dû le voir, sur des sommes très importantes. Moi, je suis tout à fait favorable à cette mesure. Et sur la TVA, quand vous parliez de fraude à la TVA, ça porte sur combien de milliards ? Ça, c'est fiscal. 25 milliards. C'est plus social. C'est fiscal. Non, c'est plus la fraude sociale. C'est 25 milliards. Le ministre du Travail mêle les deux, visiblement. Voilà, parce qu'il parle de ce projet de loi, il dit c'est un texte de fermeté et d'extrême rigueur contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale. Donc, il y a cette mesure 2. Il y a des mesures aussi. Ça s'attaque aux deux et ça arrive à l'Assemblée nationale à la fin du mois, le 24 février. Nous, on l'a voté au Sénat. Et vous l'avez voté au Sénat. Juste dans un mot, je suis désolé, je vous le redis, ça, c'est typiquement une mesure que beaucoup de gens attendent. Mais c'est ce que j'allais dire. Pas seulement à droite. Non, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut un plan drastique. Et apparemment, ce plan est plus efficace, en tout cas sur le papier, que les autres. C'est un plan assez choc. Mais c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Tout le temps. La fraude. Moi, je bosse et à côté, je connais des gens qui fraudent socialement.
l'APL, des fausses déclarations de grossesse, pour toucher plein. Des tas d'allocations, et ça pour des gens qui bossent et qui payent beaucoup de charges sociales, parce qu'il y aurait pas de fraude à l'URSSAF si le coût social pour un serveur ou un ouvrier dans le BTP était si important. Une fois de plus, c'est les cotisations. Si on baissait le coût du travail, on aurait moins de fraude. Mais c'est vrai, vous avez raison, Éric, que c'est un sujet majeur. On entend tout le temps. Alors, l'assistanat, la fraude. Juste un mot, Éric. La fraude sociale, elle se distingue avec un taux de recouvrement très faible. Prenez la fraude fiscale. Alors, ça va mieux, la fraude fiscale. La fraude fiscale, ça va un peu mieux. Parce que on arrive à identifier les pratiques, etc. Et puis, il y a des moyens de contrôle. La fraude sociale, moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, elle est moins importante en volume. C'est autour de 13 milliards d'euros, en effet, chaque année. Mais le taux de recouvrement est extrêmement faible. Inférieur à 1 milliard d'euros. Comment on explique ça? Pas assez de moyens de contrôle. Parce qu'on n'arrive pas à le démontrer, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des entreprises éphémères, et aussi, Mme Goulet défend cette idée-là, parce que nous sommes confrontés à des réseaux criminels, qui ont des moyens considérables. C'est quoi ces réseaux criminels? C'est quoi? C'est pas le narcotrafic? C'est qui ces gens-là? C'est qui? Aussi, il y a des trafics de migrants, il y a du trafic des narcotrafiquants, il y a tout un tas. Et quel est le rapport avec la fraude sociale? Comment d'un réseau de trafiquants de migrants trafique parce que voilà. Parce que vous avez une entreprise qui se constitue et qui va collecter dans le BTP. Qui va se constituer, qui va collecter de la TVA, qui va employer des salariés qu'elle paiera en partie au noir, et qui aura récupéré des espèces d'un trafiquant de drogue ou d'autres choses. Et donc, si vous voulez, il y aura une entreprise qui est techniquement une entreprise légale qui va blanchir de l'argent de la drogue. Mais c'est tous les jours. Et au moment, elle va collecter de la TVA, mais au moment de la restituer, elle va disparaître. Donc non seulement elle aura trompé sur l'URSSAF, elle aura fait du dumping social pour les entreprises du même secteur dans le même endroit, parce qu'évidemment, quand vous payez pas les charges, ça change tout. Les factures sont moins chères et voilà. Et donc, si vous voulez, vous avez des réseaux entiers, et notamment ces entreprises dites éphémères qui se constituent pour frauder, blanchissent l'argent de la drogue. C'est quoi le profil type de l'entreprise éphémère en région lyonnaise, parisienne, marseillaise? Du BTP. Et de la restauration. Et donc il a raison, Farandou, pardon, mais pourquoi leur laisser 15 jours de battement? Il faut qu'ils s'organisent maintenant. Flagrance, pof, allons-y. Il y a des choses pour lesquelles il faut y aller. Quoi. Elle est sur le point de me convaincre. Merci. Mesdames, messieurs, notre grand journaliste économique Pascal Perry, convaincu, retournez. Et Renaud Pila également. Elle a gagné. Retournez vers cette idée. Dites, juste une chose. Moi, j'adore faire des débats enflammés. Alors franchement, Nathalie Goulet, mais quand j'apprends 8 jours après mon débat enflammé que finalement ça passera jamais, ça me fiche un cafard, je mets ma couette sur la tête et je m'endors. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a fait tout ce débat pour entendre? Ben non, ça passera jamais. Il y a une majorité à l'Assemblée ou pas? Ça, on va voir, parce que c'est quand même les ingénieurs du chaos. On va voir ce qu'il en reste. Mais c'est pour ça que le texte est passé d'abord au Sénat. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a des grandes chances que ça passe. Bon, après, on aura le Conseil constitutionnel, mais ça passera pas tout de suite. C'est le 24. En mois de mars, on travaille pas à cause des municipales. Voilà. Et ensuite, on aura d'autres cas. Mais moi, ça fait 19 ans que ça dure, cher ami. Qui est l'adversaire qui sont vos adversaires à l'Assemblée? Quelle famille politique s'oppose à la lutte? Mais au Sénat aussi, on a les mêmes. Au Sénat, si vous voulez. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez toujours la même histoire que je répète sans arrêt, et ça commence à devenir extrêmement fatigant. La fraude sociale serait une indignation de droite et la fraude fiscale serait une indignation de gauche. Donc, je vous le répète, c'est une indignation républicaine, car le contribuable est... Vous avez 1000 fois raison. Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois. La fraude fiscale, c'est de l'argent qui rentre pas. Dans les deux cas, ça manque aux écoles, aux routes, aux médecins, aux hôpitaux, aux infirmières qui en ont besoin. Et j'ajoute que des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui vont même pas chercher leurs prestations, ça c'est le non-recours, c'est aussi scandaleux. Donc il faut mettre bon ordre à tout ça. On fait du mi-cadeau législatif, il faut un grand texte, il faudrait un grand soir de la fraude. Alors le ministre Montchalin a nommé une nouvelle mission, c'est la 674. Ah, c'est bien l'émission. Ça, c'est généralement quand on veut rien faire. Mais ça, c'est du passe-quoi. Si vous voulez, on fait un dossier, on fait une commission. Voilà. Avec un rapport, suivi d'un rapport qu'on va pouvoir classer verticalement. Madame la sénatrice de droite. Et du centre. Du centre droit.
On verra s'il y a un candidat commun à la présidence. UDI, c'est quoi la UDI? C'est la famille de Jean-Louis Borloo. Oui. C'est la centre-droit. Vous savez très bien, et vous l'avez dit, qu'on entend la droite beaucoup plus et le centre beaucoup plus parler de la fraude sociale. Et c'est très dommage. Que de la fraude fiscale. Et c'est très dommage. C'est vrai. Qui a renforcé les contrôles sur la fraude fiscale? François Hollande. Et il a fait un gros boulot qui a donné des résultats, puisqu'on récolte beaucoup plus de la fraude fiscale que de la fraude sociale. Oui, mais moi, j'aimerais un grand plan de la droite qui dit la fraude fiscale, ras-le-bol. Certains très hauts revenus, ras-le-bol. Certaines entreprises qui fraudent, ras-le-bol. Voilà. Et une fois de plus, on caricature, vous avez raison. La gauche dit, oh là là, c'est les pauvres, faut arrêter avec la fraude sociale. Et les riches disent, oh la fraude fiscale, on touche pas à notre électorat. Ils sont électoralistes. Non, mais la différence, c'est que le taux de recouvrement sur la fraude fiscale, il est de 97, 18%. Pas autant, mais il est supérieur. Bien supérieur. Et pourquoi? Parce que, vous avez raison, Renaud, sauf que c'est facile. Par définition, quelqu'un qui fraude, il a des revenus, et quelqu'un qui a des revenus, il suffit de faire un avis à tiers détenteur, c'est facile de récupérer, c'est assez facile. Sur la fraude fiscale, on a des chiffres très variables. Et vous avez des gens qui disent c'est 20 milliards par an. C'est le poids des carrousels de TVA. Et d'autres fraude à la TVA. Et puis vous avez un syndicat, le syndicat des je ne sais plus quel est son nom, le syndicat des finances publiques en France, qui dit c'est 80 milliards. Mais je veux dire, comment vous pouvez le savoir? La question, c'est toujours un peu le flou, si vous voulez. C'était très dur de faire voter des dispositifs. Ils ont encore sauté au PLF là cette année. On a encore sauté des dispositifs qu'on avait votés contre l'optimisation fiscale. C'est très très compliqué. Pourquoi? Eh ben moi je suis pas suspect. Chez LR, ils veulent pas? Il n'y a pas que les LR. Il y a qui? Le gouvernement. Le gouvernement. C'est avec l'opposition du gouvernement. Là, on essaye de travailler sur les entreprises éphémères, c'est le gouvernement qui s'oppose. Parce que les services sont contre. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, cher Éric Brunet, attendre des réponses à des questions de la part de gens dont le salaire dépend de ce qu'ils n'en trouvent pas. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. J'ai compris, oui. Ouais. Très bien, c'est pas mal. Voilà. Merci Nathalie Goulet, mesdames et messieurs, on va suivre ça sera pour le printemps. Est-ce que cette idée, d'ailleurs je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit en bas, punir sur un simple soupçon, ça non. C'est suspendre quelque temps, le temps d'enquêter pour savoir si on est sur quelqu'un qui arnaque les prestations sociales. Donc c'est pas punir, c'est suspendre pour comprendre. Vous revenez le 25 février au lendemain du vote. Vous revenez au lendemain du vote le 25 février. Un coup de gueule du sénateur, c'est quand vous voulez. Très bien. Mesdames, messieurs, dans un instant, est-ce que les candidats aux élections municipales doivent être des singes savants qui savent tout? Vous avez vu que Sarah Knafo, elle connaissait pas le prix du ticket de métro, de la carte Navigo. Oh la boulette. Elle se présente à Paris, elle connaît pas le nom des joueurs du PSG. Mais la droite peut être fouteuse aussi. Vous avez raison. Bon, on y répond dans un instant. À tout de suite. On interrogera sur le Racing en rugby. On va parler un peu des municipales. On va parler des municipales et de la boulette de Sarah Knafo. Oui, avec cette question, faut-il tout connaître du quotidien de ces citoyens pour être candidat? C'est la question, l'éternelle question du prix d'un ticket de métro qui a été posée hier soir à Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, vous le savez, pour le parti Reconquête. Alors la question plus précisément qui lui a été posée, c'était le prix d'un pass Navigo. Si vous n'êtes pas parisien, on vous explique, c'est le prix d'un mois de transport en commun dans toute la région parisienne. Réponse de la candidate: 50 € par an. Évidemment, elle est très très loin du compte parce qu'en réalité, c'est plus de 90 € par mois. La candidate, Sarah Knafo, s'en est excusée. Elle a un peu plaidé, en fait, le lapsus. Elle s'en est expliquée sur ses réseaux sociaux. Regardez. Waouh, gros lapsus sur BFM, je dis annuel au lieu de mensuel pour le prix du pass Navigo. Évidemment que 50 € c'est mensuel et c'est pour les salariés dont l'employeur rembourse la moitié du pass Navigo. Et j'aurais pu penser à ceux qui sont pas salariés et qui n'ont pas cette chance. Mais dans tous les cas, 50%, 50 €, c'est déjà trop cher pour le service qui est rendu. Alors, boulette ou pas? Oui, ça, de toute façon, elle connaissait pas le prix. Donc c'est vrai que c'est quand même bizarre. Maintenant, si vous voulez, normalement, ces gens-là ont des équipes qui leur donnent tout pour tout. C'était Bourdin, Jean-Jacques Bourdin, qui avait inventé la question de fin, vous savez, où il demandait le prix de la baguette, le prix du ticket, et tout le monde se plantait. Donc maintenant, on sait qu'on va avoir ces questions-là. Bon, ça raconte quand même plusieurs choses. Parce que moi, quand je l'ai entendu sortir ça sur le pass Navigo, je me suis dit, bon, il y a quand même
elle le prend pas. Ou pour elle, 100 € par mois, c'est tellement rien qu'elle ne se rend pas compte que ce soit sorti de son compte. Donc ça raconte quand même quelque chose. Maintenant, par contre, c'est-à-dire que tous ceux qui l'ont encensée hier en disant qu'elle faisait une campagne spectaculaire, incroyable, maintenant lui tombent tous dessus pour ça, je trouve ça aussi un peu délirant dans un sens comme dans l'autre, en fait, pour tout vous dire. Renaud Pilar. Moi, je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise, je suis tombé de mon strapontin de métro. Parce que franchement, pour quelqu'un, et c'est vrai, qui fait une excellente campagne, qui travaille, qui se veut extrêmement pro sur les dossiers, et qui a fait un programme qu'on aime ou qu'on déteste sur Paris, qui est sérieux. Aller dans une émission longue, sans savoir... Sur les transports, vous vous rendez compte, sur les transports en métro à Paris, sans savoir le prix du ticket de métro. Vous vous souvenez, Nathalie Kosciusko-Morizet 2015. 4,20 € ou 4 €. À l'époque, ça coûtait 1,70 €. Ouais. Non, x4, mais c'est pas possible. Déconnexion totale avec la vie quotidienne des gens. Hier soir, Annuel, alors elle dit que c'était un lapsus, mais vous êtes ultra préparés. Deuxièmement, beaucoup moins grave, mais quand même, le PSG... incapable de donner de citer 3 joueurs du PSG. Il y a des gens qui connaissent rien. Plus grave. Non, mais vous vous préparez. Vous dites, je connais peu le foot, mais je m'intéresse au foot et je peux vous dire un tel. Oui, mais faire semblant, ça sert à rien non plus. Moi, je me rappelle parce que j'avais fait la campagne de Cédric Villani. Cédric Villani s'intéressait pas du tout au foot. On n'a pas fait semblant de dire que tout d'un coup, il aimait le foot. Tu vois, ça ne sert à rien, de toute façon, de mentir. Non, je suis pas d'accord. Non, mais quand on est maire de Paris. C'est, pardon. La sincérité, c'est aussi de pas faire semblant d'être un grand supporter. Je trouve qu'elle a manqué d'à-propos. Elle a un peu manqué d'à-propos parce que qu'elles ne connaissent pas les joueurs du... Moi franchement, je suis dingue de rugby. Il y a des équipes que je suis au rugby. Je regarde le top 14 le samedi après-midi à la télévision. je découvre des joueurs. Pourtant, c'est ma passion. Tiens, je savais pas. Non, mais revenons au métro. Revenons au métro. Non, mais qu'elles ne connaissent pas les joueurs du PSG, c'est pas grave. Mais elle aurait dû dire, vous savez, en football, je débute un peu. Voilà. Je vais voir ce soir le Classico. Voilà. Mais je vous promets qu'à la prochaine interview, je saurai répondre. Je ne sais pas 3 joueurs que je vous citerai, c'est 6. Elle passe Navigo. Voilà. Elle passe Navigo, elle aurait dû dire, écoutez, je connais pas le prix exact du ticket de métro, je sais que c'est la question rituelle, mais moi, ma campagne politique, c'est une vraie campagne, et des petits gadgets comme ça, etc. Mais c'est pas un gadget. Non, mais vous voyez, elle aurait dû bouter en touche. Mais ce n'est pas un... Non, mais c'est pas un gadget, on est d'accord. Un gadget. Non, mais Brunet, il est bon, on peut le lancer en politique. Non, mais et ça monte. Il est extrême, moi je fais sa campagne. Ça ne passe plus la déconnexion. Des élus avec la vie des gens, ça ne passe plus. C'est plus possible. Parce que là, elle réussit quand même. Elle a réussi à marquer la campagne à Paris avec une campagne, on va dire, pleine de fraîcheur, avec dynamique. Elle a rompu les codes avec des dessins animés, avec beaucoup de couleurs, en s'emparant de ce thème Paris joyeux. Je veux ramener une ville heureuse. Voilà, une ville heureuse. Est-ce que ça peut lui coûter quelques points, le fait que elle soit cette déconnexion? Non, on en parle énormément depuis hier, et effectivement, elle a basé sa campagne, ça tombe mal, sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Et depuis hier, effectivement, il y a énormément de réactions. Donc, quand vous basez votre campagne sur les réseaux sociaux, là, on voit un petit film d'animation, voilà, c'est elle, une ville heureuse. À partir du moment où vous basez une campagne sur les réseaux sociaux, l'effet boomerang, mais moi, je comprends pas comment on peut aller à une émission sans préparer le prix mensuel du pass pour le métro. Moi, je vais vous dire un truc, Renaud, c'est pas tant le préparer que de pas le savoir. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que moi, je sais combien je paye tous les mois pour mon pass Navigo. Ça raconte quelque chose sur soi. La déconnexion. Tu l'as pas. Soit pour toi, 100 balles par mois, c'est rien. Donc ça raconte quand même un truc. Mais sinon, sur le reste, moi, je pense que si vous voulez, je pense qu'elle est à la fois. Je pense que c'est une jeune femme très brillante, vraiment très brillante, qui connaît très bien les chiffres quand elle parle de la suradministration de la ville de Paris et tout. C'est une jeune femme très très brillante. Et je pense, mais que c'est un objet médiatique pour le moment. Vous parlez de Twitter. Quand elle s'est retrouvée au journal de TF1, il me semble que les audiences ont beaucoup baissé. Je pense qu'on est sur une bulle spéculative. Comme tous les politiques sur
je ne suis pas sûre. Non, mais il y a du monde et par ailleurs, juste quand même quelque chose que je trouve assez baroque dans cette histoire, c'est comme Nathalie Kosciusko-Morizet, elle était dans le métro, elle disait qu'elle avait vécu un instant de grâce ou je sais pas quoi, et elle a fait le début de sa campagne aussi dans le métro. C'est ça qui est assez marrant et assez baroque. C'est-à-dire que quand tu joues sur le truc, je me mets telle Amélie Poulain dans le métro, voilà. Maintenant, je pense que ça, moi, contrairement à vous, je pense que ça lui coûtera rien. Je pense qu'elle est très smart et je pense que ce qu'elle joue, c'est absolument pas Paris. C'est bien la preuve qu'elle s'en fiche complètement. Ce qu'elle joue, c'est de rentrer en politique et là, on peut dire une chose. Pour la présidentielle. Franchement, elle a fait une très bonne entrée en politique. Oui, alors, on a oublié tout le reste de ses déboires avec Marion Maréchal. Enfin, c'est quand même bien joué. Franchement. C'est vrai que il faut le dire. Les électeurs parisiens de centre-droite, de droite et d'extrême droite, il n'y a pas beaucoup d'extrême droite à Paris, à chaque fois le RN fait 5%, mais bon, ces électeurs-là sont tombés sous le charme. Je suis pas en train de dire qu'elle va faire un carton, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de Paris qui sont des électeurs de gauche et qui, bien évidemment, ne voteront jamais pour Sarah Knafo. Mais, et à en droite, tout cas, certains n'aiment pas. Pas toute la droite. Oui, et des électeurs de droite. En tout cas, elle est en train de faire un truc à droite dans les arrondissements plutôt droitiers. Ce qui est marrant, c'est qu'il a raison, Monsieur Brunet, c'est-à-dire qu'elle mord plutôt sur Renaissance. C'est-à-dire que Bournazel n'existe plus que sur l'extrême droite. Donc c'est ça qui est marrant. Au fond, elle a réussi à se départir de cette image d'extrême droite. Exactement. Et dernière chose. Elle est pop. Non, mais dernière chose. Là où effectivement elle est habile, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a en 2022, elle fait une campagne avec Zemmour sur le grand remplacement, sur des thèmes vraiment pour le coup d'extrême droite. Et elle a glissé en disant matin, midi et soir, je suis de droite. Elle ne parle plus d'islam et d'immigration. Elle n'en parle plus. C'est plus un sujet. Intéressant à suivre, effectivement. Et elle est accrochée sur un ticket de métro, sur un prix du métro. Les élections municipales, donc c'est le mois prochain, on le rappelle, au mois de mars. Vous restez avec nous, on va reparler de l'international avec cette question. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de tenter d'acheter Donald Trump? Vous savez, Donald Trump veut à tout prix mettre fin à la guerre en Ukraine. À tout prix ou pas? C'est la question qu'on se pose. C'est une histoire incroyable. Moi, j'ai découvert ça. Hein. Ce deal secret pour 12 000 milliards de dollars entre Washington et Moscou. Écoutez, oui, est-ce que Poutine est en train de se faire acheter par Trump? Il faut aller voir le match du Kremlin. Film incroyable. On comprend mieux Poutine. Magali Lunel, rebonjour. Je dois vous dire que le patron du service international de LCI, Grégory Philippe, s'est allé chez le coiffeur. Ça n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite sur lundi matin. C'est pas la meilleure chose qu'il ait faite sur lundi matin. Bien, il est très beau. Exactement. C'est efficace. Bon. Court et efficace. Et vous êtes le bienvenu. Merci d'être là, Grégory. Bonjour Eric. Bonjour Grégory. Bon pour le service. Quand même. Il a fait ça pour l'exercice d'Orion. Il ne peut pas prendre de mesures hiérarchiques à mon endroit. C'est une opinion. Non, tout va bien. Isabelle Saporta, Renaud Pilat sont là. Nivine Potros est là. Le colonel Pierre de Jong est là également. Il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que ce deal à 12 000 milliards de dollars possible entre Washington et Moscou, entre Trump et Poutine. Parce que si c'est vraiment effectif, la question se pose, est-ce que Poutine n'est pas en train d'acheter Trump et une Pax Americana sur le dos des Ukrainiens? C'est vraiment la grande question que je me pose, mais vous allez tout nous expliquer parce que moi j'ai pas tout compris. C'est Nivine qui va vous donner les détails parce que la question que nous on formule, c'est effectivement Vladimir Poutine est-il en train de tenter d'acheter Donald Trump alors qu'on sait que le président américain veut à tout prix mettre la fin à la guerre en Ukraine, et donc ça pourrait être un moyen pour Poutine de lui dire écoute, on fait un deal. Il y a une coopération qui peut se jouer entre nos deux pays et la guerre s'arrêtera. C'est quoi ce deal secret alors ? Alors, c'est en tout cas, selon Volodymyr Zelensky, c'est important de le souligner, selon le président ukrainien, donc, les Russes auraient proposé aux Américains un accord de coopération donc économique d'une valeur de 12 000 milliards de dollars. C'est quand même l'équivalent de 4 fois le PIB de la Russie, il faut le préciser. Toujours selon les Ukrainiens, cet accord top secret serait baptisé Pacte Dmitriev, du nom de Kirill Dmitriev, qui n'est autre que le directeur du Fonds souverain russe, mais surtout un très proche de Vladimir Poutine. Il est
à l'origine du fameux plan de paix russe en 28 points. C'est l'homme que vous voyez à l'écran, là, interviewé par les journalistes. Donc, officiellement, il négocie la paix, sauf qu'officieusement, eh bien, il tenterait d'acheter le soutien américain en proposant des accords donc commerciaux entre les deux pays. Selon le Wall Street Journal, article qui date déjà de novembre dernier, Américains et Russes se seraient retrouvés à Miami en septembre pour discuter d'éventuels deals. Des deals qui porteraient sur quoi ? Eh bien, sur la reconstruction de l'Ukraine qui serait confiée à des entreprises américaines, sur l'exploitation de ressources minières en Arctique, mais aussi, et c'est très surprenant, d'une mission conjointe sur Mars entre les Américains et les Russes, le tout sous la houlette évidemment d'Elon Musk. Alors ça peut paraître dit comme ça totalement délirant, mais selon nos confrères américains, ces éventuels contrats, ils ont bel et bien été abordés, et pas par n'importe qui, par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, par son gendre également, Jared Kushner, et par Kirill Dmitriev. Le tout en septembre à Miami. Les services de renseignement ukrainiens seraient parvenus à se faire confirmer cette information, et le montant donc de ce deal, 12 000 milliards de dollars. Évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir Volodymyr Zelensky, qui a rappelé que, certains de ces accords pourraient, aborder des questions relatives à l'Ukraine, comme par exemple notre souveraineté ou la sécurité du pays, et qu'évidemment, il était hors de question que ce deal se fasse. Toujours selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine ne soutiendra aucun accord, même potentiel, là concernant, conclu sans notre participation. Passionnant. Elle a raison, Nivine, de répéter le montant. 12 000 milliards de dollars. Grégory 4 Philippe. fois le PIB russe. 4 fois le PIB russe. Je mets les pieds dans le plat, j'ai le droit que je mets les pieds dans le plat. Moi, j'ai lu beaucoup les économistes libéraux, Adam Smith, les deux Français, Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat, qui sont mes idoles. Démontrez-moi que c'est pas bien ça. Démontrez-moi que c'est pas bien qu'il y ait un accord de business entre les deux plus grosses puissances du monde, enfin, j'exclus la Chine, deux puissances importantes, et autour de ce business que s'installe peu à peu une paix, une Pax russo-américaine dont pourraient bénéficier les Ukrainiens. Démontrez-moi que c'est pas bien. Ah bah, sauf qu'on leur demande pas leur avis aux Ukrainiens. Personne ne leur demande leur avis. Ils sont pas à Miami quand ces trois hommes d'affaires, Dmitriev, Kushner, Witkoff, discutent d'un plan à 12 000 milliards de dollars. On leur demande pas leur avis. Et dans ce plan, si je comprends bien, il y a effectivement la reconstruction de l'Ukraine, donc fait par des entreprises américaines, un deal fait avec les Russes et les Ukrainiens. Alors, non seulement depuis 4 ans, on matraque leur pays, on occupe 20% de leur territoire, et en plus, ils sont même pas inclus dans les discussions sur la reconstruction. Honnêtement, il y a un truc qui va pas. Alors après, honnêtement, personne n'a vu ces documents, ce sont des infos de presse et de Zelensky. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a effectivement ce genre de discussion sur la table ? En tout cas, c'est 3 hommes d'affaires qui parlent business, ça c'est sûr. Il y a, si on remonte beaucoup plus loin, des projets de Trump de faire du business avec la Russie. Enfin, il rêve d'une Trump Tower à Moscou, ça tout le monde le sait. Et puis plus récemment, on a vu ce projet, vous parliez d'Elon Musk, de tunnel. Vous savez, c'était au moment d'Anchorage, je vous avais présenté ça, le tunnel qui relierait l'Alaska à la Russie pour faire du business. Donc tout ça paraît plausible. Encore une fois, ça n'est évidemment pas confirmé. Vous avez raison. Ça contrevient à notre schéma intellectuel, bien sûr, mais bon, on connaît la cupidité des Américains et des Russes. Si à la clé il y a ces 12 000 milliards, on peut imaginer que les Russes seront beaucoup plus enclins à céder un peu. Bon, très bien, vous voulez, bon, ok, très bien, aux Ukrainiens. Dans ce contexte de deal, vous imaginez ce que la résurrection économique et sociale que serait pour la Russie s'il y avait ce deal. Donc moi j'ai la faiblesse de croire, je suis peut-être un grand naïf, mon collègue, mais que derrière, Poutine peut dire, bon, vu l'enjeu à la clé, il y a 2-3 petites choses que je vais peut-être concéder aux Ukrainiens. Je fantasme peut-être, là, je suis peut-être parti trop loin, mon colonel. Peut-être, on ne sait jamais. Par contre, il manque un critère dans l'évaluation, enfin, pas dans l'information, mais dans l'information qui nous est parvenue, c'est le critère temps. Parce que 12 000 milliards de dollars en 1 an ou en 20 ans, c'est pas la même chose. Donc déjà, il faut affecter cette somme avec un critère temps. Et à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va se faire.
C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la révélation effective maintenant qu'autour de Trump, vous avez 3 cercles. Vous avez le cercle des idéologues avec le Gene Evans, avec le vice-président. Vous avez le cercle des techniciens, Marc Rubio, etc. Et puis vous avez le cercle des businessmen avec Witkoff et avec Kushner. Et en fait, ces gars-là sont actifs parce que c'est vrai qu'ils négocient probablement avec les Russes, c'est une option, mais ils viennent de signer un accord avec la RDC sur les terres rares. Ils sont en train de traiter avec le Congo sur les terres rares. Absolument, ils ont signé ça il y a quelques mois et aujourd'hui ils sont en train d'imposer au Rwanda une espèce de paix. Alors c'est pas encore fait parce que le M23 continue de progresser. Donc on voit que cette structure d'hommes d'affaires, en fait, elle résonne business et en fait ça calme les ardeurs des uns et des autres. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec vous. Ça coûtera ça. Vous savez, quand on voit le rapport, quand on voit le plan Marshall à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'était colossal. C'était bien plus important que ça. Donc, la reconstruction d'un pays et une partie de la Russie et des développements, etc., ça coûtera ça. Donc, le chiffre ne doit pas nous étonner. Maintenant, ce qui peut nous étonner, c'est une chose. C'est que c'est les Ukrainiens qui sortent l'info. Oui, donc j'imagine que pour eux, ils cherchent à avoir une information qui déstabilise la discussion qu'il y a entre Trump et entre Poutine. Et puis le deuxième point, c'est en fait l'affirmation de la solidité de la relation qui est entre Trump et Poutine. Et ça, c'est le grand changement stratégique qui s'est opéré. Et c'est Poutine qui est au cœur de ça. Poutine a réussi un double effort. Le premier qu'il a réussi, la première réussite qu'il a eue, c'était de marier Moscou avec Pékin, et le deuxième, c'est de marier Moscou avec Washington. Pardonnez-moi de vous interrompre, colonel, mais s'il s'est marié Moscou et Pékin, c'est qu'on fait comme si Pékin allait laisser faire ça. Moi, je pense qu'on est quand même un peu dans le fantasme. C'est-à-dire que vous pensez que tous les investissements chinois, etc., tout d'un coup, ils vont être hyper contents, les Chinois, que Poutine se retourne vers les États-Unis. Moi, j'y crois pas tellement, en fait, pour tout vous dire. Ça se discute. Après, vous avez raison, on ne découvre pas, en fait, que les prédateurs sont au pouvoir, en fait, qu'on est dans un népotisme dégueulasse, pardon d'être aussi trivial, et on se partage les choses. Rappelez-vous le discours incroyable de Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui avait dit, non mais attendez, l'Europe, parce qu'on ne parle pas de ça non plus, mais l'Europe, elle est totalement absente, là aussi. Et soit on est des puissances moyennes et on sera au menu, soit on est une vraie puissance et on parle. Là, ça se ferait. Les États-Unis, Poutine, moi je pense que Poutine, comme d'habitude, est en train de se moquer de Trump et qu'on le saura non pas longtemps. Non mais... Renaud Pilat. Évidemment, il faut prendre cette information avec des pincettes parce que ça vient effectivement du camp ukrainien. Mais si vraiment elle se vérifie, moi je tombe de ma chaise. On discute comme ça d'un deal pour savoir si ça a des conséquences positives ou négatives. Mais on a une dictature russe qui a envahi un pays souverain, l'Ukraine. Et je suis d'accord avec Isabelle, Vladimir Poutine est en train une fois de plus de rouler dans la farine Donald Trump. Et Donald Trump roule dans la farine des Ukrainiens. J'ai regardé encore ce week-end, il y a eu 8 morts en Ukraine. Les bombardements dans une Ukraine et dans la capitale de Kiev, qui est glaciale, provoquent encore des milliers d'appartements sans chauffage. On voit dans les cages d'escalier et dans les appartements des stalactites. Et là, on dit, pourquoi pas, il pourrait y avoir un deal. Mais, enfin voilà, on y voit très clair sur la stratégie de Trump si jamais c'est vérifié. Mais alors, Renaud... Avec des négociations. On a bien compris, maintenant, tous les 15 jours, oui, ça avance. Mais Poutine, il en a rien à faire, il n'y a pas de cessez-le-feu. Renaud Pilat. Il fait des négociations pour faire patienter tout le monde, jusqu'à ce que les Ukrainiens craquent. On a tout essayé, on essaie beaucoup, les chancelleries, la diplomatie, on a tout essayé pour faire bouger. Vous vous souvenez, tous les rendez-vous qu'il y a eu en Turquie, etc., au Qatar, pour essayer de créer des réunions. C'était du flanc. C'était du flanc. Bon, on a essayé beaucoup de choses, donc on va continuer à essayer. Mais si on tablait, au lieu de rester sur les grands principes, un pays, la Russie a envahi un autre pays, l'Ukraine, c'est un scandale, c'est remise en cause de la souveraineté des frontières, etc. Bon, très bien. 50 000 morts. Très bien. 50 000 morts, c'est atroce. Et si on disait maintenant, on oublie les grands principes, auxquels nous sommes tant attachés, nous Français, pour aller sur le principe de réalité. C'est-à-dire maintenant, on va jouer sur un petit peu comme au judo, on utilise la force de l'autre, la chute de l'autre pour mieux. Bon. Donc là, on dit, comme vous pensez qu'au pognon, comme vous êtes cupide, comme la Russie a des problèmes d'argent, comme Trump ne pense qu'à une chose, c'est faire du pognon avec ses milliardaires, est-ce qu'on ne peut pas construire une paix qui serait moins dans les grands principes, mais qui serait quand même une paix
avec ces deux grandes nations. Mais je vous arrête tout de suite. Au détriment des victimes, donc. Non, mais pas forcément, parce que... Trump ne pense qu'au business et à l'argent. Oui. C'est un promoteur immobilier. D'accord. Mais Poutine, il pense pas qu'au business. Poutine est un idéologue empereur qui considère que l'Ukraine appartient à la Russie de tout le temps. L'URSS, pour lui, la destruction de l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Il s'en fout du fric, Poutine. Il veut son Ukraine. Il veut son Ukraine. C'est ce que vous dites. Il n'a pas les mêmes priorités de business que Trump, qui effectivement veut des deals de business. Grégory Phillips. Il y avait Nivine, juste une précision. Juste un mot. Donc, ces informations, vous l'avez dit, elles viennent de Volodymyr Zelensky. Pendant une conférence de presse ces derniers jours à nos confrères ukrainiens, évidemment, si le président ukrainien il prend la parole maintenant sur ce sujet, ce n'est pas un hasard. Dans la suite de l'interview, il explique aussi qu'il avait bien compris que Donald Trump n'en avait que faire de la paix et que sa priorité, c'était bien de gagner de l'électorat sur la scène intérieure. Les midterms arrivent à l'automne. Trump l'a dit, il veut un deal avant l'été. Et pour les Ukrainiens, ils le savent, le président américain est plutôt en train de pencher côté russe. C'est pour ça que les Ukrainiens dévoilent cette information de presse. C'est très important de rappeler que du côté ukrainien, bien évidemment aussi, toutes les informations du renseignement qui sont publiées, eh bien, c'est fait à dessein, c'est fait pour que la communauté internationale s'en empare et qu'évidemment les Européens disent attention, Trump, hors de question que vous fassiez ça. En fait, pour répondre à votre question, Eric, alors c'est pas la même situation, mais c'est comme la rivière à Gaza. C'est-à-dire que vous dites, on va déverser des milliards de dollars et c'est la paix. Mais donc vous faites abstraction de la politique, de l'histoire, des peuples, des victimes, de la souveraineté. Tout ça, c'est balayé sous une montagne de milliards de dollars. Et on voit bien que le projet de rivière à Gaza, ça fonctionne pas. C'est pas juste parce que vous mettez énormément d'argent que vous réglez l'histoire de la relation entre le peuple palestinien et le peuple israélien. Non, j'entends. Quoique, vous savez, c'est le principe même de ces philosophes libéraux français du 19e siècle qui disaient que finalement, il y a, vous savez, c'est la main invisible. Pendant qu'une économie prospère, pendant qu'une petite famille s'occupe d'un restaurant ou d'un commerce. La fable des abeilles de Mandeville. Voilà. Eh bien, pendant qu'on prospère, eh bien, on pense davantage à sa famille, à prospérer, voilà. Donc, c'est un peu cynique. Mais justement, pensons contre nous-mêmes et soyons cyniques jusqu'au bout. Peut-être. Soyons sinistres. Soyons sinistres. Parce que pendant qu'on discute là en disant non, attention. Nous, il y a des grands principes. Pendant qu'on discute, des gens meurent. Aujourd'hui, hier, avant-hier, des gens meurent par dizaines, etc. Des soldats, des civils en Ukraine, des Russes également. Oui, mais c'est un sujet. Peut-être qu'il conviendrait d'être un petit peu plus cynique, non en te disant, il faut arrêter cette boucherie. Même si c'est un peu au détriment de nos grands principes. J'explore une piste, je suis pas sûr de moi. Soyons sinistrement cyniques. Ouais. Comme ça, on y est à 100%. J'ai viens de vérifier à l'instant. Le plan Marshall, c'était 150 milliards de dollars seulement. Ouais. Donc rien à voir avec 12 000 milliards de dollars. Donc on est sur des sommes complètement incroyables. Donc c'est colossal. Le deuxième point, c'est que très concrètement, le monde a changé. L'arrivée de Trump a été une révolution géopolitique majeure. On peut plus analyser les rapports de force entre les États, la puissance des États, l'influence que les États ont les uns avec les autres, à l'aune de ce qu'on a connu avant. Ces trois personnages, Xi Jinping sur la partie chinoise, Poutine au milieu, dans la partie centrale, fuseau central, et Trump sur le continent américain, ils changent fondamentalement les notions de droit international. Les Nations Unies ont littéralement disparu. Donc le monde vers lequel on va est un monde hyper violent dans lequel c'est l'affirmation de la puissance et de la force. Alors évidemment, on se dit, mais c'est une horreur. Oui, peut-être. Et comme le dit ma voisine, Isabelle, elle a raison. Il n'y a pas un Européen dans le système. Non. Mais non seulement ça. Mais quand ils veulent venir, on dit non, vous venez pas. Et ceci explique en partie pourquoi, sur l'Iran, Trump est très gêné. Parce qu'il n'y a pas de deal derrière. Parce que la question, c'est quoi? C'est le nucléaire, c'est les missiles iraniens, et c'est l'aide au proxy, Hamas, etc., etc. On parle pas de pétrole, on parle de rien. C'est quand même la troisième ressource mondiale de pétrole, l'Iran, non? Donc il y aura moyen de trouver peut-être un petit accord. Moi, je crois que les Américains n'y mettront pas le pied là pour le coup. Et on voit bien que ça n'intéresse pas Trump plus que ça. Et d'ailleurs, vous notez que c'est les mêmes businessmen, Witkoff et Kushner, qui en 24 heures ont des réunions sur l'Ukraine
puis sur l'Iran. C'est les mêmes qui essayent de vendre l'Ukraine à 12 000 milliards de dollars, on a même du mal à retenir le chiffre, et qui, 24 heures plus tôt, sont en train de parler de l'Iran. Ce sont des hommes d'affaires. Comme Donald Trump d'ailleurs. Et vous parlez des Américains. Est-ce que vous pouvez nous aider à analyser l'un des derniers posts de Donald Trump? Nivine, au cours de la nuit, regarde ce qu'il a posté, le président américain, et elle est tombée sur un post, alors qu'il avait déjà posté il y a une douzaine de jours. Vous savez, c'est une photomontage. Donc, elle est réelle, cette photo, c'est-à-dire Donald Trump a reçu tous les Européens dans la Maison-Blanche il y a quelques mois. C'était l'été dernier, je crois. C'était l'été dernier. Et il a mis, donc, au fond, la carte des États-Unis. En fait, il met le drapeau américain, que ce soit sur le Canada ou sur le Groenland. Ah, sur le Canada aussi, oui. Sur le Canada aussi. Oui. Tant qu'on y est. Ah oui, donc ça, c'est un montage. Alors, il la reposte en fait, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il la reposte cette nuit. Est-ce que c'est pour faire diversion à Bad Bunny qui se produisait à la mi-temps du Super Bowl pour faire parler de lui? C'est une réaction au Super Bowl parce que, pardon, je vous coupe, Bad Bunny a salué toute l'Amérique cette nuit. Je ne sais pas qui est Bad Bunny, moi. C'est qui Bad Bunny, c'est le chanteur. Bad Bunny, oh non, mais Eric, là, faut vous informer. Vos filles, mais elles connaissent que Bad Bunny, l'un des plus grands chanteurs actuellement d'origine portoricaine, qui est américain d'origine portoricaine, des dizaines et des dizaines de followers sur Instagram. Le plus stylé au monde. Le plus stylé au monde. La mi-temps du Super Bowl la nuit dernière. Voilà, c'est le Rihanna masculin. D'accord. Il y a Rihanna et il y a Bad Bunny. Il était à la mi-temps du Super Bowl et c'est anti-Trump. Trump a hurlé contre la mi-temps du Super Bowl. Évidemment, il n'y était pas. Parce qu'il a salué toute l'Amérique latine. Et il a cité tous les pays. Tous les pays. Et il a inclus dedans États-Unis, Canada, en disant l'Amérique, c'est ça. Voilà. Alors, et donc ça, c'est la réponse de Trump. Parce que l'hymne national, c'est God Bless America. Exactement. Et donc, il a cité tous les pays qui sont américains. Américains, l'Amérique au sens large. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Vous avez raison, c'est une réponse à Bad Bunny. Ouais. Vous ne connaissez pas Bad Bunny? Non. Vous connaissez, vous, Bad Bunny? Demain, on passe un titre. Le Bad Bunny? Bad Bunny. Non, mais moi, j'adore. Hein, y a aucun je vous montre la photo. Moi, je connais Orelsan. Je suis bien quand même un peu. C'est Bunny le méchant, quoi. Ouais. Immense star portoricaine, et effectivement, Trump était furieux que ce soit lui qui anime le concert de la mi-temps du Super Bowl hier soir. En plus, tout s'est fait en espagnol. Il était comme un dingue, et il a fait sa contrefête en fait. Il a fait une contrefête MAGA, et il n'est pas venu, ce qui n'arrive jamais. Pourri, un dîner pourri, il y avait une ambiance pourrie dans son dîner. Un jour, les États-Unis seront peut-être un pays hispanophone. Hein, et l'espagnol deviendra la langue officielle. C'est déjà quasiment le cas, mais c'est vrai. Les démographes disent que la langue la plus parlée au monde dans 25 ou 30 ans sera le français, grâce à la démographie africaine qui va être multipliée par 2. Je me fais un petit pas de côté là, mais c'est intéressant. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous savez, Renaud Pila, attention, question à Renaud Pila, quelle est la plus grande ville francophone du monde? Kinshasa. Bravo. Pierre de... Il est bon, le première ville. On le réinvitera, c'est le meilleur. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit prépare-toi. Il connaît l'Afrique par cœur, notamment. C'est un peu ma zone d'influence. Allez, on va revenir sur... Et on parlait des diversions. La diversion de Donald Trump à Bad Bunny, mais aussi la diversion de Donald Trump par rapport à l'affaire Epstein. Vous le savez, la semaine dernière, Donald Trump a dit, bon, cette affaire c'est bon, il va falloir passer à autre chose. Eh bien, on passe pas à autre chose du tout parce que la déflagration est énorme. Où s'arrêtera-t-elle d'ailleurs cette déflagration? C'est la question qu'on se pose. 3 millions de mails ont été rendus publics la semaine dernière. C'est le monde entier qui est éclaboussé par ce scandale. La France n'est pas épargnée. On vous rappelle, Jeffrey Epstein, c'est ce milliardaire américain qui était à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Il s'est suicidé en prison en 2019. Et donc, la révélation de ces mails montre qu'il avait des connexions un peu partout. Est-ce qu'il faut rouvrir une enquête qui avait été close en 2022 en France? C'est la question aussi qu'on va se poser parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des connexions avec des personnalités françaises. Et puis, il avait des appartements, Jeffrey Epstein, à Paris, dont l'un d'eux est au centre de l'attention. C'est un appartement somptueux et c'est ce que nous raconte François-Xavier Ménage. Dans cette vidéo, Jeffrey Epstein poursuit plusieurs femmes dans une cuisine. Ces images sont fournies par la justice américaine. Elles auraient pu se dérouler partout dans le monde, tant l'homme d'affaires était un voyageur compulsif, notamment en France. La capitale, Paris, est mentionnée dans 17 503 mails. À de multiples reprises, chaque année, l'homme d'affaires voyage dans l'Hexagone, à bord de son avion privé. Il le surnomme sans aucune gêne le Lolita Express. Un avion qui comporte plusieurs cabines équipées telles des chambres. Nous avons analysé des milliers de mails. Voici tous les endroits où Epstein se rend à Paris pour des rendez-vous.
Des contacts français lui proposent des hôtels particuliers, avec piscine et jacuzzi, pas vraiment habituels pour des réunions de travail. D'autres lui demandent de venir dans le nord de Paris, par exemple au Red Studio, pour un soi-disant casting avec des jeunes femmes. Parfois, Epstein réclame d'envoyer au préalable des photos de femmes, mais ayant déjà été condamné par la justice, il est prudent. Veuillez vous assurer que toutes les photos que vous m'envoyez montrent des plus de 18 ans. Dans cette vidéo inédite publiée par la justice américaine, voilà comment il qualifie son comportement. Êtes-vous un prédateur sexuel de catégorie 3 ? Niveau 1. Le niveau 1, c'est le plus élevé et le pire ? Non, je suis au plus bas. Vous êtes au plus bas niveau 1, mais un criminel. Oui. À Paris, Epstein possédait un appartement de 800 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Son logement a-t-il été le lieu de crimes sexuels ? À mon avis, il y avait en France un ou des rabatteurs pour Jeffrey Epstein et je souhaiterais que l'enquête soit réouverte pour tirer les choses au clair. L'affaire Epstein ne touche pas seulement la France. En Europe, de nombreux pays sont secoués et des familles royales inquiétées. En Norvège, l'épouse du prince héritier est vivement critiquée pour ses liens avec le criminel sexuel. En Grande-Bretagne, de nouveaux éléments accablent le prince Andrew. Et ce soir, le chef de cabinet du Premier ministre remet sa démission. On lui reproche d'avoir nommé un ambassadeur compromis avec Epstein. Et on apprend même à l'instant que le directeur de la communication de Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, vient de démissionner. Marie Belot nous a rejoint. Marie, parce qu'on s'intéresse effectivement à cette affaire qui éclabousse un peu partout les pays dans le monde. La France également. Et donc, il y avait cette enquête qui avait été ouverte en 2019 chez nous. On en est où ? Alors, il y avait en effet une enquête ouverte par le parquet de Paris en 2019 pour viol aggravé, donc notamment sur majeur et sur mineur, et agression sexuelle, avec au cœur de cette enquête, effectivement, l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, avenue Foch, ce 800 mètres carrés dont on parle beaucoup depuis hier, mais dont on parlait déjà en 2019. Il y a cette enquête qui est ouverte, qui le vise lui, mais aussi un autre homme qui est le directeur d'une agence de mannequins, Jean-Luc Brunel, qui est donc lui aussi potentiellement impliqué. Il y a des plaintes de jeunes femmes qui émanent et qui visent cet homme notamment. Il y a des perquisitions qui sont menées dans l'appartement. Il y a ce week-end, dans Tribune Dimanche, un témoignage d'un policier qui explique que c'était une perquisition qui avait donné énormément de choses. Il y avait des photos de jeunes filles qui avaient été retrouvées dans cet appartement. Problème, à la fois Jeffrey Epstein, mais aussi Jean-Luc Brunel, le directeur en tout cas, sont retrouvés pendus dans leur cellule. Donc, le droit français, c'est... Les deux ont été retrouvés Jeffrey Epstein, donc à New York, c'était en 2019. Et Jean-Luc Brunel, qui avait été mis en examen pour viol aggravé et incarcéré, et lui aussi retrouvé pendu dans sa cellule en 2022. Donc normalement en France, quand il y a un décès d'un accusé, il y a l'extinction de l'action publique. Le problème, c'est que quand on en discute avec l'association et avec son avocate, maître Cathy Richard, qui est en ligne avec nous, nous explique qu'on ne sait même pas encore officiellement à cette heure si l'enquête a bien été clôturée. Et même si elle l'a été, parce que c'est possible vu qu'il y a extinction de la compte publique, il demande à ce que cette enquête puisse se poursuivre pour des complicités présumées possibles. Ce que dit la personne de l'association, c'est qu'il y avait peut-être des rabatteurs, des personnes qui pourraient être impliquées en plus de Epstein et de Brunel, d'avoir ramené des jeunes femmes dans cet appartement. Donc, elle souhaite que l'enquête se poursuive en France. Nous sommes avec maître Cathy Richard, justement, avocate que vous évoquiez tout à l'heure de l'association Innocence en danger. Bonjour maître, c'est le pire scénario qui est en train comment dire, cette nouvelle ressucée de l'affaire Epstein qu'on découvre maintenant, met le doigt de façon encore plus flagrante sur le gigantisme de cette affaire et puis sur son affaire, sur sa dimension pédophile, quoi. On voit désormais de façon plus claire qu'on est sur une organisation redoutable et assez huilée aux États-Unis, en France et ailleurs. En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Pour nous, c'est pas forcément le pire qui puisse arriver aujourd'hui, puisque au contraire, aujourd'hui, enfin, on va peut-être pouvoir nous entendre
Omaira Sellier, qui est la présidente d'Innocence en danger, avait alerté en 2019, elle avait fait un signalement au procureur de la République en disant « Attention, il faut absolument protéger les victimes, laisser parler des victimes, prendre leurs paroles en compte et puis surtout, il faut investiguer autour de Jeffrey Epstein. » Donc ça, nous, on le dit depuis 2019. Ensuite, par rapport à ce qui a été dit, il faut savoir qu'une enquête, en tout cas une instruction, elle a lieu non pas ce qu'on dit in personam, c'est-à-dire non pas autour d'une personne, mais in rem, en fonction de faits. D'accord ? Et il est vrai que si souvent on dit on n'a plus d'auteur, extinction de l'action publique, comme là le décès de Monsieur Brunel peut dire très bien, il s'est pendu dans sa cellule, extinction de l'action publique. Pour autant, ce que nous disons pour l'association Innocence en danger depuis de nombreuses années, c'est il faut absolument gratter autour d'Epstein. Et quand je lis tout à l'heure encore dans Le Parisien que notre président Emmanuel Macron dit c'est l'affaire des États-Unis, c'est aux États-Unis de faire l'enquête, je dis non. Non, ça n'est pas aux États-Unis. D'abord parce que Jeffrey Epstein venait effectivement en France quasiment 12 fois par an à bord de son jet privé. Donc il y a l'aller, il y a le retour. À chaque fois, il faut savoir avec qui il était. Jeffrey Epstein, n'est pas quelqu'un qui aimait être solitaire avec ces jeunes femmes ou ces très jeunes filles. En fait, lui, dans ses plaisirs, ce qu'il aimait, c'était partager. Partager dans plusieurs sens, d'ailleurs, parce qu'il aimait bien montrer qu'il avait de l'entre-gens. Sa toile relationnelle, il la tissait et il mettait aussi, il emprisonnait des gens dans sa toile relationnelle, mais des gens qui voulaient bien être emprisonnés. Donc, on sait très bien, on connaît les façons de faire d'Epstein. Et il faut vous dire que tant à ce 22 avenue Foch en France, où il venait très régulièrement, où il avait des attaches, puisque sa compagne, Ghislaine Marchal, est française. La mère de sa compagne, on s'est interrogé aussi pour savoir si elle n'était pas rabatteuse pour Epstein. Et puis, même là-bas aux États-Unis, sachant quand même que si des Français abusent dans un pays étranger de mineurs, notre arsenal juridique permet de le poursuivre en France. Donc, effectivement, c'est un scandale international qui tourne autour d'un personnage abject, obsédé par les très jeunes femmes, les très jeunes filles, dont on sait effectivement qu'il a aimé à faire graviter autour de lui un maximum de personnalités, mais des personnalités qui, pour certaines, sont restées sans doute très en dehors de tout ça, mais pour certaines aussi, ont sans doute peut-être accepté de participer aux parties fines et au fait que son truc, c'était d'offrir les jeunes filles. Voilà, alors, vous restez avec nous. Effectivement, vous restez avec nous. Vous avez parlé de sa compagne, sa dernière compagne, Ghislaine Maxwell, qui doit être de nouveau interrogée par la justice américaine cet après-midi. Mais vous avez parlé de cette réaction d'Emmanuel Macron. Effectivement, on en a pris connaissance juste avant le début de l'émission, quelques minutes avant midi. Pour la première fois, donc le président français s'est exprimé depuis la révélation de tous ces mails la semaine dernière. Écoutez Emmanuel Macron. Manifestement, il avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme. Et après, je vois aussi le déballage de tous les éléments qui ont été révélés, qui sont, je pense, très durs à vivre pour les victimes, pour leurs avocats, ceux qui les défendent, et qui après produisent un peu de tout. Voilà, et donc l'Emmanuel Macron qui a pris la parole, effectivement, qui à un moment donné a mis l'accent sur le fait que c'est à la justice américaine de s'en emparer. La révélation de ces mails montre que ça éclabousse le monde entier, cette affaire. C'est étonnant qu'il dise ça alors que la justice française vient de s'en emparer finalement avec le parquet national financier à propos de Jack Lang. Je trouve un peu à contre-courant ce que vient de dire le président de la République. Et d'ailleurs c'est très bizarre, mais au fond politiquement la déflagration elle est ahurissante en Europe, plus encore qu'aux États-Unis. Parce qu'on voit que effectivement Keir Starmer, le Premier ministre anglais, est déstabilisé avec son directeur, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, son directeur de cabinet contraint à la démission hier, son directeur de la communication contraint à la démission aujourd'hui et une pression de plus en plus forte sur lui pour le contraindre à sa propre démission. On a la future prétendante au trône de Norvège qui est déstabilisée comme jamais. Nous, on a eu Jack Lang avec, on voyait bien dans les échanges effectivement de la fille qu'il était question aussi de lui présenter d'autres gens. Et
et je vous présenterai Dominique Strauss-Kahn, et je vous présenterai un tel, et je vous présenterai un tel. Donc on voit cette espèce de si vous voulez, ce qui est ahurissant, c'est qu'en fait, cette affaire donne raison aux complotistes. En fait, ça fait des années que vous avez des complotistes qui passent leur vie à dire tous les puissants du monde, des intérêts financiers, des intérêts politiques, se tiennent par la barbichette. Et là, on a quelque chose qui éclate au vu et au su du monde entier, qui est juste ahurissant. En fait. Je voudrais juste poser, je vous donne le micro tout de suite, Renaud Pilat. Je voudrais juste poser une question d'ordre général à Maître Cathy Richard. Maître, vous suivez ce dossier, vous avez maintenant une perception certainement plus fine, intime, personnelle de ce qu'est ce personnage, Jeffrey Epstein. Je vous pose la question parce que c'est très compliqué pour le grand public qui n'est pas expert de cette affaire de comprendre ce qu'est cet homme. Et peut-on le résumer à un fournisseur de jeunes filles mineures? Voilà, fait-il commerce d'ailleurs de cela? Est-ce que c'est un aspect annexe de son activité? Pourquoi passe-t-il des deals avec des millions à la clé avec d'autres personnages européens? On a parlé de proches de Jack Lang. Voilà. Et donc, y a-t-il d'autres activités illicites que de fournir des personnes mineures? Comment appréhender ce personnage dans sa complexité? Apparemment, c'est aussi un personnage sociable qui peut être apparemment sympathique, puisque beaucoup de grands de la terre, des têtes couronnées, etc., nous expliquent qu'il prenait du plaisir à converser avec lui, etc. Donc, comment, nous on s'y perd, comment vous résumeriez ce personnage, vous, Maître Richard? Alors, moi, en tant qu'avocate d'Innocence sans danger, nous, on est une ONG et notre rôle, c'est surtout de se pencher sur son côté, justement, pédocriminel, son côté justement de prostitution des mineurs. Il faut savoir que Jeffrey Epstein a été condamné il y a très longtemps aux États-Unis pour justement recours à des prostituées mineures. Donc ça c'est une certitude et c'est une condamnation qui est très ancienne. Et puis ensuite, c'est un personnage qui comme je le disais tout à l'heure, il a tissé une toile relationnelle. Et son grand plaisir, c'était ça. C'était de capitaliser, entre guillemets, de capitaliser les puissants de ce monde. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a un policier qui a fait la perquisition au 22 avenue Foch qui dit « J'ai des sidérés ». Et partout, on voyait à la fois des cadres avec des photos de lui, avec tous les grands de ce monde, et à côté, des photos de jeunes filles nues à Languille, voilà, dans des positions lascives. Et donc tout ça, mais maître, la question que je vous pose, c'est, selon vous, maître, y a-t-il une relation entre ces deux planètes? C'est-à-dire qu'on voit sans arrêt des photos avec Bill Clinton, par exemple. Est-ce qu'il fait commerce de ses activités politiques pour le business et séparément commerce de jeunes filles mineures, ou est-ce que vous avez le sentiment que tout cela est beaucoup plus connecté qu'on ne l'imagine, sans jeter l'opprobre sur Bill Clinton à propos de qui je ne sais rien, mais c'est là la question. Est-ce que ce sont deux business séparés ou pas? Parce que faire commerce de son carnet d'adresses, ma foi, d'autres le font. Mais est-ce que lui, il connecte ces deux activités? Mon sentiment importe peu. Ce qui importe, c'est ce qu'on découvrira. Et c'est pourquoi nous, ce qu'on demande, ce sont des investigations. Qu'on ne nous dise pas, comme pour le nuage de Tchernobyl, Epstein, il s'est arrêté aux frontières de la France. Non. Epstein, il était en France, il avait des contacts en France. On sait que c'était un pédocriminel. On sait que c'était son plaisir de utiliser, offrir des très jeunes filles, etc. On le sait. Maintenant, peu importe mon sentiment personnel, la seule chose, c'est pas un sentiment, c'est une demande. Et ce qu'on demande, c'est que la France soit aussi réactive sur la pédocriminalité que sur l'économique et financier. On sait que le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Dans ce cas-là, la victime, c'est l'État. La victime, c'est l'État. S'il y a une fraude fiscale aggravée, la victime, c'est l'État. Nous, en tant qu'Innocence sans danger, on vient vous parler d'innocentes victimes, de très jeunes filles, de mineurs. Et c'est là-dessus qu'on demande des investigations. Merci. Non mais juste un mot pour comprendre le système Epstein et effectivement la façon dont il profite de son carnet d'adresses où il ne fréquente que des grandes fortunes et des stars pour pouvoir mener un train de vie hallucinant qui ne correspond pas vraiment à ses revenus.
même si à la fin de sa vie, on évaluait sa fortune à 500 millions de dollars, c'est pas 3-4 milliards. Or, il vient 10 à 12 fois par an en jet privé depuis New Jersey à Paris au 22 avenue Foch, 800 mètres carrés. Pourquoi? Il démarre comme prof de fac en maths. Prof de fac en maths à New York. Attendez, je termine. Il se retrouve dans l'école dans l'école de sa fille. Il se trouve qu'il y a des grandes fortunes. Et bien, lors des réunions de parents d'élèves, il se lie d'amitié avec des grandes fortunes. C'est un parcours d'escroc. Et il devient fasciné. Grâce aux maths, il entre dans la banque, il fait quelques affaires. Et après, son goût pour les jeunes filles, il se retrouve effectivement à mêler à la fois son carnet d'adresse pour avoir sa vie de milliardaire et en même temps entraîner apparemment certaines personnes. C'est-à-dire qu'il faisait semblant. Il a fait venir ces gens à lui en proposant des fêtes fastueuses. Mais au fond, même au plus fort de sa fortune, il était à 600 millions de dollars, ce qui par rapport aux gens qui côtoyaient était rien. Mais par contre, c'est comme ça qu'il les fait venir. Il les faisait venir comme ça. Et il l'entretenait, mais là, il y a quand même de plus en plus de choses qui sortent dans le Daily Telegraph et ailleurs. Enfin, de suspicion, puisqu'on a quand même Poutine qui apparaît énormément là-dedans, de compromat, c'est-à-dire pourquoi cet homme se faisait autant de relations avec tout le monde, pourquoi il tenait les gens après avec des histoires sordides, parce que là, il y a les gamines... À cause d'affaires sexuelles. Mais bien sûr qu'il y avait du compromat là-dedans. Quand on a Bill Gates qui dément d'ailleurs cette information, mais le mail qui est sorti, où tu as Bill Gates qui dit qu'il a chopé une maladie vénérienne avec une jeune femme russe et que quand même, est-ce qu'il y aurait moyen de donner discrètement un médicament à sa femme qui a la même chose et qui ne sait pas comment il l'a... Bon, Bill Gates dit ça n'est jamais arrivé, Melinda Gates qui a divorcé depuis s'effondre. Il faut se méfier. Mais quoi qu'il en soit, ça raconte quelque chose de ce système. C'est-à-dire qu'une fois que vous y êtes allé dans cette île, vous êtes tenu. Alors, il fallait pas y aller, ces gens y sont allés, on voit bien que la princesse de Norvège, elle est pas nette non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que manifestement, c'est un système pour faire chanter aussi. Mais attendez, j'imagine. Attention aux complotistes, c'est là où Isabelle a raison. J'imagine quand même qu'il y a des grands de ce monde, la princesse de Norvège ou d'autres, qui n'ont rien vu. Enfin, j'ose imaginer du volet sexuel. Peut-être, on ne sait pas. Il faut faire de l'investigation. Les échanges de mails avec la princesse de Norvège sont très gênants aussi. Elle parle de son fils qui devrait être entouré de jeunes femmes nues. Elle dit c'est pas terrible ce que tu as fait effectivement à Epstein. Mais quand même, mais je veux dire, on a l'impression d'une impunité totale entre puissants qui se croient tout permis. Hier soir, chez nos confrères de BFM, notre consoeur Alice Darfeuille interviewait Alain Minc. Et Alain Minc disait, il restait sur le volet capital. C'est ce que vous disiez sur les 500 millions. Je suis désolé. Moi, Madoff, il parlait de Madoff. Madoff, j'ai découvert Madoff. Moi, je connais bien les milliardaires du monde entier, les flux capitalistiques, c'est mon truc. J'ignorais qui était Madoff. Et de la même façon, il dit quant à ce Epstein, on le connaît pas du tout dans le monde des hauts de la finance. Sous-entendu, c'était un petit escroc ringard. Bien sûr que c'est un escroc. Ouais. C'est un escroc qui s'est servi de tout ça. Maintenant, pourquoi? Regardez, quand on voit l'histoire avec Cédric Villani, qui n'a rien à voir. Cédric Villani, il dit, je me suis retrouvé dans les Epstein Files parce qu'il s'est prévalu de connaître deux très grands mathématiciens. Du coup, Cédric Villani, il va, et là, il se rend compte que l'autre lui demande qui tu pourras me présenter, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, ce personnage, fonctionnait comme ça. Il tissait une toile d'araignée, et on se retrouve là avec, et je rebondis sur ce que dit Isabelle, c'est effectivement du pain béni pour les complotistes, mais pour éviter le complotisme, je crois qu'il faut vraiment laisser les journalistes d'investigation travailler. Comme l'a dit Fabrice Arfi, qui fait un travail approfondi à Mediapart, il faut faire attention. Parce qu'on pense qu'on dit on a vite... Non, il faut des faits, et on aura dans les semaines et les mois qui viennent des faits qui éviteront parce que sur 3 millions, en plus, il y a eu des fakes, il y a des faux mails. Ouais. Donc il faut faire très attention. Sans preuve, mais l'affaire est gigantesque, effectivement. Et on merci Marie Belot d'être venue planter le décor de cette affaire. Pour nous, elle est tellement complexe que c'est très difficile, on ne sait pas trop par où là. Le temps fera son œuvre. Bon, on va revenir en France avec une question bien française. Il va être question d'impôts locaux avec cette fameuse taxe d'habitation, vous le savez, qui a été tout de suite abolie par Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée en 2017. Est-ce qu'il faudrait la rétablir, cette taxe? Eh bien, figurez-vous que certains élus la réclament à l'image de la maire de Maisons-Alfort qui voudrait la remettre en place. Et des Français aussi. Moi aussi. Et des Français. Une partie des Français, effectivement. Vous aussi, par exemple.
Ah, clairement, j'ai des arguments. Hein. Allez. C'est la première fois qu'il est pour l'impôt. On va en débat. Oui, ça c'est vrai. Oui, parfaitement. Contre l'impôt, mais pour la taxe d'habitation. Allez, on en débat. D'abord, on fait le point avec Anaïs Girard. Sur la question, vous êtes plutôt partagé. D'un côté, les locataires. Moi, par exemple, je paye 1350 le loyer. Si on rajoute la taxe d'habitation, ça fait trop cher pour la classe moyenne. De l'autre, les propriétaires, déjà plus favorables. Je pense que ça reste une bonne chose si tout le monde peut participer et qu'on a une taxe d'habitation et que c'est pas seulement les propriétaires qui payent. Mais avec quand même quelques nuances. Après, il faut que ce soit réparti équitablement et que la taxe soit mise à hauteur de ce que les personnes peuvent payer. L'idée de rétablir la taxe d'habitation émerge, une idée lancée par certains candidats au municipal. Cette nouvelle version viendrait alléger la taxe foncière, intégralement payée par les propriétaires. Mais aujourd'hui, certains proposent plutôt de repenser la fiscalité locale à travers une contribution généralisée. Que l'on soit propriétaire locataire, c'était plus le sujet. Mais un usager qui a des ressources plus faibles que d'autres, eh bien, on pourra envisager un effort plus important pour ceux qui en ont la capacité. Comme on pourrait notamment encourager par des bonus sur cette contribution ceux qui ont un comportement citoyen. Selon un sondage récent, 39% des Français souhaitent le retour de la taxe d'habitation. Bon, les amis, l'affaire est sérieuse. Ouais. 39%. Bon, moi, je tiens à vous dire une chose. La taxe d'habitation, c'est l'impôt que paient les gens qui habitent et qui ne sont pas forcément propriétaires. Bon, il y a une grosse tendance en ce moment, comme il est de plus en plus, les maisons, les appartements sont de plus en plus taxés. Puis pour les gens qui ont une maison, une résidence, il y a l'impôt sur la fortune immobilière, etc. La grosse tendance, c'est on vend et on prend des super locations. Il peut y avoir quelqu'un qui vit 5 personnes, je sais pas, le médecin du village, ou bien le notaire du village, avec 5 personnes, qui consomment des services publics dans une commune, sans jamais payer les impôts locaux, parce qu'on a viré la taxe d'habitation, et comme ils sont pas propriétaires, ils disent voilà. Et la petite dame qui s'est acheté, qui a fait des économies, qui s'est acheté un petit studio au 3e étage, là, au fond, 4e à gauche, là. Voilà, la petite dame, elle va payer des impôts locaux. Et le type qui est le notaire, il va pas en payer. Ben écoutez, moi je suis contre. C'est pour ça que c'était le truc le plus démago qui soit, la suppression de cette taxe d'habitation. C'était le truc le plus démago. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ça? Je l'ignore, je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous, ça rompt le lien entre, au fond, l'habitant et sa municipalité. C'est-à-dire que pas vu, pas pris, je ne paie rien, je ne paie rien de ce que je consomme. Je trouve ça vraiment désastreux d'un point de vue civique. Par contre, ça n'arrivera jamais. En France, on revient pas en arrière quand on a supprimé un impôt. Moi, j'y crois pas du tout. Oui. On va continuer à augmenter la taxe foncière. On va avoir des problèmes de finances publiques parce que, comme en fait les territoires maintenant dépendent de la dotation de l'État qui n'arrive pas, qui est toujours amoindrie, etc. Et on va voir notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui va faire semblant de faire de la décentralisation tout en ne parlant pas du nerf de la guerre, c'est-à-dire la fiscalité qui sera nécessaire pour les rendre autonomes. Donc on est dans une tartufferie, comme d'habitude, à la française. Ouais. C'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et franchement, c'est ce que disait Borloo sur la décentralisation. Ça m'aurait étonné que vous soyez d'accord avec Isabelle. Pour que les patrons de région, des collectivités soient responsables devant leurs électeurs, il faut qu'ils perçoivent un impôt et qu'ils dépensent cet impôt, bien ou pas bien. S'ils le dépensent mal, il est viré. S'il le dépense bien, il est... Mais là, vous imaginez, il y a une partie importante des administrés qui paient rien. Voilà. Figurez-vous, Eric, que je suis d'accord avec vous et ça me fait mal au cœur. Oh. Et donc avec moi. Et donc avec vous, Isabelle, là, ça fait trop. mais ça ne me fait pas mal au cœur. On attend l'avis de Magali, mais je suis d'accord avec vous deux. C'est une connerie. De quoi de l'avoir supprimé? Mais évidemment, la taxe DAB, comme disent les technos et les conseillers municipaux, la taxe DAB. La taxe DAB. La taxe d'habitation, il fallait pas la supprimer. C'était une mesure d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat en disant je vais baisser les impôts. Effectivement, tout le monde paye la taxe d'habitation. Donc c'était une promesse de campagne qui était facile. Mais on a reporté ça sur la taxe foncière, qui a explosé pour certaines personnes. Et c'est vrai il a fallu réévaluer les cadastres, parce qu'effectivement, il y a des appartements il y a 30 ans qui étaient insalubres. Vous avez fait des travaux incroyables. Aujourd'hui, il y a 2 salles de bain, c'est magnifique, une véranda. C'est en fonction du bien-être de l'appartement qu'on paye la taxe foncière. Mais on a considérablement augmenté la taxe foncière. Tout le monde doit payer la taxe d'habitation. C'est un lien entre les services municipaux et votre lieu d'habitation. Mais malheureusement, quand on supprime un impôt, effectivement,
malheureusement, en l'occurrence, c'était une connerie. Mais non, on reviendra pas dessus. Et quand on voit les déficits des collectivités locales et des mairies, c'est une connerie. On a vraiment... Pardon pour le vocabulaire. Vous avez raison. Vous êtes autorisé à dire quelques grossièretés sur ce thème-là. Attention. Ouais, pas sur les autres. Pas sur les autres. Avis, allez, François Durovray, c'est le président LR du département de l'Essonne, mesdames, messieurs. Il fut ministre des Transports. François Durovray, bonjour, vous avez le micro. Bonjour. Qu'en pense à chaque fois le patron d'une collectivité que vous êtes, mais en même temps un élu LR de droite qui est plutôt enclin en général à parler économie. Vous en pensez quoi, vous, de cette affaire ? Je parle économie et je ne suis pas un fada des impôts, mais les impôts, ils servent au financement des services publics. Et donc, je vous écoute sur le plateau depuis quelques minutes et je partage l'idée que c'est une énorme connerie. Parce que ça déresponsabilise d'abord nos concitoyens. Imaginez qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller voir le maire de sa commune en disant « Mais comment c'est possible, vous me donnez pas de place en crèche ?» Sans imaginer que derrière la place en crèche, c'est 5 000 € par an et par place pour la commune. Et puis, il y a un autre effet pervers à la suppression de la taxe d'habitation. Vous l'avez dit, désormais, les impôts, le financement des services publics communaux repose uniquement sur les propriétaires. Donc, lorsqu'il y a des dépenses en plus, ça repose également uniquement sur les propriétaires. Et imaginez qu'il y a des villes où il peut y avoir 80% de propriétaires, et donc la dépense supplémentaire va peser sur 80% de propriétaires. Mais il y a des villes populaires, comme beaucoup, il y en a dans mon département, où il n'y a que 20 ou 30% de propriétaires. Ça veut dire que la dépense supplémentaire ne repose que sur une part très faible des habitants. Et donc ça devient insupportable. Et ça fait fuir les habitants, les propriétaires, alors même qu'on a besoin de mixité sociale. Donc c'est vraiment une très grosse bêtise qui a été faite, et je partage votre idée que malheureusement c'est difficile de revenir dessus. Il faudra peut-être imaginer une contribution au service public local avec des engagements pour que ça n'augmente pas forcément les dépenses, mais que la taxe foncière aujourd'hui qui pèse uniquement sur les propriétaires, comme vous l'avez dit, puisse diminuer. Mais si c'est une bêtise, pourquoi on ne pourrait pas revenir dessus ? Pourquoi pas le candidat LR pour la prochaine présidentielle, le mettre dans son programme en disant on a vu les effets, c'était délétère, je rétablirai la taxe d'habitation. Ça, c'est pas possible ? C'est effectivement un sujet de campagne électorale présidentielle. Et j'irai même au-delà, parce que ce qui a été fait là sur la taxe d'habitation qui concerne les communes a eu des effets en répercussion sur l'ensemble des collectivités. Parce que pour compenser les communes de la suppression de la taxe d'habitation, les départements ont perdu la taxe foncière. Et donc aujourd'hui, je suis comme tous mes collègues à la tête d'un département, sans aucune fiscalité, alors même que nous avons des dépenses qui augmentent. Et donc les difficultés financières des départements sont aujourd'hui liées à la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. Et Monsieur le Président, vous le sentez comment, la décentralisation promise par Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, si vous n'avez pas un rond à dépenser, vous la sentez bien ou pas ? Alors, pour ma part, je suis de ceux qui considèrent que avant de donner de nouvelles compétences aux collectivités, il faut déjà clarifier les compétences entre ces collectivités et éviter les financements croisés. Vous savez, moi je suis à la tête d'un département, d'une agglomération. Je passe le plus clair de mon temps aujourd'hui à négocier avec l'État, avec la région, avec tel autre interlocuteur, à tel autre financeur, avant d'avancer et de pouvoir prendre une décision. Et ça, c'est pas sain. Il vaut mieux dans notre démocratie qu'on ait des responsabilités qui soient claires, avec à chaque niveau de collectivité des responsabilités en propre et des financements qui sont associés. Qu'on arrête de s'attendre en permanence, de faire des dossiers qui occupent des centaines de fonctionnaires à travers le pays. Et je trouve que le prochain acte de la décentralisation doit d'abord s'attaquer à ça et à simplifier les procédures entre les différents niveaux de collectivité. Voilà. Il le dit de façon beaucoup plus châtiée que nous, mais ça veut dire la décentralisation sans les ronds, sans la fiscalité, c'est non merci en fait. Monsieur, donc voilà, écoutez, au moins ça le mérite de la franchise. Il y a forcément, à l'Élysée, il y a toujours des écrans de télévision qui sont... il y a forcément là, devant LCI, un conseiller d'Emmanuel Macron qui passe là, forcément maintenant. Donc je vous le dis, Emmanuel Macron, vous voyez, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est assez partagé. La suppression de la taxe d'habitation est sans doute une de vos erreurs politiques du quinquennat. C'est pas grave, tout le monde en fait des erreurs, mais là, franchement... Et en plus, j'ai la conviction
que vous l'avez fait contre votre propre volonté, parce que vous êtes dit c'est bien, c'est un peu démago, ça va faire baisser donner un peu de pouvoir d'achat aux Français, mais au fond c'est totalement contre-intuitif et c'est absurde. L'autre grande erreur pour moi, c'est que vous avez tardé, mais c'est autre chose, à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Voilà, à mon avis, ça c'est deux fautes essentielles. Mais moi, ce que j'ai adoré là-dessus, c'est quand même Magali qui reste merveilleuse et qui dit mais faire une belle campagne électorale pour la présidentielle en disant faut remettre des impôts. Moi, je dois dire, j'applaudis des deux mains. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop, Magali. Ça se fera pas. Non, mais oui, elle a raison, ça se fera jamais. La question méritait d'être posée. Non, mais c'était magnifique parce que vous avez raison sur le fond, mais c'est vrai qu'on les voit pas en train de dire non, mais les retraites c'est fini. J'ai envie de vous dire les impôts, on va vous les remettre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Enfin, il y en a un qui a essayé, il s'appelait Fillon. Ouais, ça n'a pas marché, ça n'a pas tellement marché. François Durovray, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, on verra ce que ça donne Effectivement, c'est une question, en tout cas pour la présidentielle, pas pour les municipales, parce que c'est un pouvoir qui n'incombe pas au maire. Merci en tout cas, merci à tous les deux. On se retrouve donc on est d'accord pour dire que cette idée qui vient d'un élu socialiste, il faut remettre en place la taxe d'habitation, que cette idée ne verra jamais le jour. Jamais. On a débattu pour rien là. Mais non, c'est bien, on fait avancer. Et puis la présidentielle, Magali, elle a donné une mission au prochain. Il y a presque 40% des Français qui voudraient son retour. Donc voilà, ça méritait d'être posé. Brunet sans filtre, c'est aussi une émission qui s'écoute en podcast sur toutes vos plateformes. On vous le rappelle, donc n'hésitez pas surtout. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir un tout petit peu avant midi sur LCI. Ce sera demain. En attendant, Marie-Aline Mélihy, LCI Direct. Excellent après-midi à tous.